Salut, je m'appelle Maxime, et je vais vous parler d'amour. En fait, l'amour, c'est naze. Du moins, c'est ce que je me suis dit quand mon ex, Diane, qui m'a trompé, m'a brisé le cœur. Aïe. Diana est plus âgée que moi de 16 mois et 15 jours. C'est pas que je compte ou autre. Je l'ai rencontrée dans un parc un matin. Le talon de sa chaussure s'était cassé. Et toujours attiré par les demoiselles en détresse, j'ai couru dans le magasin le plus proche et lui ai acheté une paire de tongs de rechange. Elle a proposé de m'inviter à déjeuner pour me remercier. Puis, on s'est bien entendu. Et voilà comment on a commencé à sortir ensemble. Très vite, on est tombé fou amoureux malgré la différence d'âge. Mais ensuite, elle devait partir à la fac. On aurait juste à être séparés pendant 1 an, car elle m'avait fait promettre de candidater dans la même fac qu'elle pour qu'on puisse être ensemble. L'avenir semblait radieux. J'avais hâte d'être diplômé et de commencer ma nouvelle vie avec elle dans une nouvelle ville. C'était notre 10e mois ensemble. Alors je voulais être romantique en allant chez elle avec un bouquet de fleurs surprise. Mais c'est là que je l'ai surprise au lit avec un mec de la fac. Quelle déception! Je pensais que mon cœur s'était littéralement brisé. J'étais tellement en colère que j'ai jeté le bouquet par terre en m'assurant de le piétiner avant de partir. Donc j'ai pris le train pour rentrer chez moi et je suis devenu ce mec odieux qui déteste l'amour. Pire encore, c'était bientôt la Saint-Valentin et il y avait des couples amoureux partout. Quelle vision répugnante! Si je ne pouvais pas passer une bonne Saint-Valentin, alors les autres non plus. Alors j'ai décidé de faire des blagues. Mes amis étaient du genre à gagner l'argent, alors évidemment, ils voulaient en gagner en cette journée de l'amour. Si votre cœur est encore intact, alors vous n'avez pas idée à quel point c'est douloureux d'avoir le cœur brisé et de se trouver au milieu de chocolat, de fleurs et d'ours en peluche duveteux tenant à cœur. Mais j'avais déjà accepté de les aider car je me suis dit que je pourrais dépenser cet argent pour faire un cadeau à Diane. Mais de toute évidence, c'était inutile maintenant. Je ne suis pas le genre de mec à laisser tomber mes amis. Donc, c'est comme ça que je me suis retrouvé au parc avec un chariot rempli d'objets à l'eau de rose. Burk. Il y avait des couples amoureux partout. Je ne savais pas si je voulais vomir ou crier. Un couple s'est avancé vers moi. Donc, j'ai voulu rendre ça plus intéressant. « Bonjour monsieur. Aimeriez-vous un beau bouquet de roses pour montrer à votre adorable mère à quel point vous l'aimez ?» Il m'a regardé perplexe et a maladroitement dit non, alors que sa copine me regardait avec colère quand il s'en allait. Elle n'arrêtait pas de taper le bras de son copain en demandant avec un ton de gamine insupportable. « Pourquoi tu ne lui as pas dit que je n'étais pas ta mère? J'ai l'air si vieille? Je n'y crois pas. Tu ne l'as même pas corrigé. » Puis le mec essayait tant bien que mal de la calmer. Grandiose. Après ça, je l'ai dit à chaque couple qui venait vers moi. Mais ensuite, un de mes amis a remarqué que je faisais fuir les clients avec mes blagues stupides, alors il m'a éjecté du projet. Très bien, j'en avais marre d'être confronté à des couples fous amoureux. Alors, le jour suivant, je n'avais rien de prévu. J'étais assis dans ma chambre et je regardais un film d'action sans aucune histoire d'amour, et j'étais tranquille quand ma sœur est arrivée en furie dans ma chambre pour me dire que je devais garder la fille des voisins pour qu'elle puisse aller à un rencard de dernière minute avec son copain. Apparemment, nos parents ont décidé à la dernière minute de partir en ville. Donc, puisque ma sœur voit son copain en cachette, ils se sont dit que c'était le moment idéal pour se voir. Évidemment, je ne voulais pas faire de babysitting, mais elle m'a amené dans la chambre de la petite en disant « C'est pas comme si tu avais un rendez-vous amoureux ?» Puis elle est partie, cette petite peste. Contrairement à ma sœur, je n'allais pas abandonner cette petite. Alors je l'ai emmenée au centre commercial à contre-cœur pour lui offrir une glace. Après l'avoir mangée, elle a commencé à pleurnicher en me disant qu'elle voulait des bonbons. Pouh, les gosses sont épuisants. En regardant tous les couples amoureux autour de nous, j'ai eu une idée de génie. Je lui ai dit que je lui achèterais tous les bonbons qu'elle voulait si elle allait vers ce couple, enlaçait le mec en disant « Papa, rentrons à la maison, maman me manque ». Il se trouve que c'est un petit diablotin, et elle l'a fait sans hésiter. Voir leur visage choqué était magique. Après un moment à faire ça, je lui ai acheté des bonbons comme promis. Puis on s'est assis sur un banc à rigoler de nos exploits. On s'était bien amusé. Puis j'ai vu une fille qui m'avait repoussé au collège. Elle était avec un mec. J'ai vite dit à la petite de se cacher derrière le banc et lui ai fait un clin d'œil. Regarde et prends-en de la graine. Puis je suis allé vers eux, j'ai attrapé le poignet du mec et ai crié « Alors c'est à cause de cette fille qu'on a rompu? Tu n'es qu'un porc sans cœur !» Puis je suis parti en courant en faisant semblant de pleurer. Je me suis caché derrière le banc avec la petite. On était morts de rire et on mangeait des bonbons en regardant le couple se disputer d'incompréhension. Après un moment, j'ai déposé la petite chez elle, puis je suis rentré chez moi. Par la fenêtre, j'ai vu que ma sœur et son copain étaient déjà rentrés de leur rencard et se disaient revoir dehors. Alors je les ai pris en photo discrètement.
J'avais hâte de pouvoir lui faire du chantage et lui demander de me donner de l'argent pour garder le secret. J'attendais dans le salon, tout sourire, mais au bout de 10 minutes, elle n'était toujours pas rentrée. J'ai regardé par la fenêtre et je les ai vus s'embrasser. Pour la énième fois. Burk. Puis elle ne pensait visiblement pas à son frère au cœur brisé. Alors j'ai décidé de jouer les cupidons et d'exaucer leurs vœux. J'ai couru dehors avec un gros rouleau de scotch et je courais en cercle autour d'eux en scotchant leurs têtes ensemble quand ils s'embrassaient. Et bien voilà, le meilleur anti-stress. Je me sentais beaucoup plus léger à chaque tour. Ils criaient et essayaient de se dégager, mais ils étaient vraiment bien scotchés. Alors je les ai laissés se débrouiller et je suis parti. Le lendemain matin, ma sœur m'a jeté le regard le plus méchant à table pendant le petit déjeuner. Je vous assure qu'elle avait des flammes dans les yeux, mais malheureusement, elle ne pouvait rien faire car notre mère était là. Elle avait même un petit bleu sur le front à cause de ma blague. Je me retenais au mieux pour ne pas rire. J'avais cette sensation à mi-chemin entre l'excitation et la satisfaction, et j'en avais oublié ma relation amoureuse désastreuse. C'était tellement drôle de gâcher les relations parfaites des gens. Et donc, j'ai continué à faire des blagues à des couples innocents. Puis, une fois, je suis allé vers un couple dans la rue et j'ai dit à la fille « Pourquoi tu es là? Tu n'avais pas dit que tu faisais des heures sup? Je ne peux plus te faire confiance, c'est ça? Je t'attendrai à la maison pour que tu m'expliques. » Puis je suis parti en rigolant. Mais cette fois-ci, une main m'a agrippé l'épaule. Et quand je me suis retourné, le mec m'a donné un coup de poing et je me suis évanoui. Quel embarras! Je me suis réveillé sur le trottoir, étourdi et confus, une jeune fille penchée au-dessus de moi. Le mec n'était plus là, Dieu merci. La fille semblait soulagée que je me sois réveillé, et elle n'arrêtait pas de me dire que j'avais dû la confondre avec quelqu'un d'autre car elle ne me connaissait pas du tout. J'étais trop gêné donc j'ai acquiescé. Elle a appelé un taxi et m'a aidé à rentrer chez moi. Sur la route, elle s'est excusée du comportement impulsif de son copain et m'a dit qu'ils étaient déjà en train de se disputer. Elle m'a dit son nom, Vanessa. Puis on a échangé nos numéros pour qu'elle prenne de mes nouvelles. Puis, un matin au lycée, je l'ai vue dans le couloir. Il se trouve qu'elle allait à mon lycée, mais je ne l'avais jamais vue avant. Elle m'a vu aussi et m'a souri en me faisant coucou. On s'est mis à déjeuner ensemble. Elle me prenait des frites au fromage et me donnait de délicieux cookies qu'elle avait préparés. Elle a dit qu'elle devait se racheter auprès de moi. Sans s'en rendre compte, on est devenus plus proches et soudainement j'ai réalisé que j'étais dingue de cette fille. Mais elle est en couple et avec un abruti. Elle m'a tout raconté sur son copain. Il s'appelle Colin et il va dans un autre lycée. Heureusement. Elle a dit qu'il était adorable mais que parfois il pétait les plombs et qu'une fois il l'avait même frappé. C'est évident que son copain est un imbécile. Mais elle est trop aveuglée par l'amour pour le voir. Je voulais l'emmener et lui montrer que c'est un mec bien. Mais honnêtement, j'avais peur qu'il m'agresse à nouveau. Je me suis confié à elle à propos de mon ex et comment elle m'avait trompé. Vanessa m'écoutait sans jamais me juger. Je me sentais à l'aise avec elle. Puis, un après-midi, je l'ai vue dans le couloir après les cours et on aurait dit qu'elle avait pleuré. Alors je suis allé la voir pour lui demander « Vanessa, ça va ?» Elle s'est forcée à sourire et a répondu « Oui, c'est juste un truc avec mon copain. » C'est là où j'ai décidé que j'en avais assez. Même si son copain me faisait peur, il fallait coûte que je lui avoue mes sentiments et que je la protège de lui. Je lui ai proposé de la ramener chez elle, puis j'avais prévu de lui avouer mes sentiments sur le chemin. Mais malheureusement, elle m'a dit que ce n'était pas la peine, car sa sœur venait la chercher aujourd'hui. Puis elle m'a fait au revoir de la main avant de courir vers la voiture. « Attends, je connais cette voiture. Sa sœur, la fille dans la voiture, c'était mon ex. Quel dilemme. Comment ça peut être possible? J'avais juré de ne plus jamais revoir mon ex. Je ne pouvais pas supporter l'idée de respirer le même air qu'elle. Mais maintenant, j'avais un coup de cœur pour sa sœur. Au secours! Pire encore, j'ai dit à Vanessa à quel point je détestais mon ex. Comment pouvais-je lui dire que l'ex en question était sa sœur? Ah, aidez-moi! C'est tellement dingue et je n'ai aucune idée de comment me sortir de cette situation. Ma meilleure amie Yasmine est la fille la plus populaire de l'école. Vous savez le genre. Jolie, riche famille, le genre de fille qui a tout. Je suppose que certains diraient que c'est une enfant gâtée. Je veux dire, elle est assez méchante avec les gens. Et ses sautes d'humeur sont tellement imprévisibles. En plus, elle aime s'en prendre à tout le monde. Mais heureusement pour moi, nous sommes amies depuis que nous sommes petites. Donc je savais qu'elle ne me traiterait jamais aussi mal que les autres enfants. Mais elle ne m'a pas vraiment traitée gentiment non plus. En fait, la plupart du temps, je me sentais comme ça bonne. Mais il y avait aussi de bons jours, où elle était la meilleure amie de tous les temps. Elle m'achetait des trucs, et m'emmenait même à son country club chic le week-end. Mais quand elle devient grincheuse, oh mon Dieu! J'en ai payé les frais. Elle me criait dessus et se plaignait de chaque petite chose que je faisais.
Puis elle me donnait des ordres. J'étais comme sa petite balle anti-stress ou quelque chose comme ça. Une fois, elle a réalisé que ses vêtements de sport étaient mouillés. Alors elle m'a fait échanger avec elle pour qu'elle puisse porter mes vêtements secs. On aurait dit que j'avais fait pipi dans mon pantalon et que tout le monde se moquait de moi. Elle ne m'a même pas défendue. C'était comme si elle m'utilisait pour pouvoir briller encore plus. Chaque fois qu'elle sortait avec des garçons, elle me traînait avec elle, mais ne me le faisait pas savoir à l'avance, pour que je me montre négligée, et qu'ainsi elle soit superbe à côté de moi. Il est clair qu'elle ne voulait pas que j'attire l'attention. Un jour, je me suis maquillée, et elle m'a dit que je ressemblais à un clown. Et puis il y a eu la fois où elle voulait sortir avec ce gars, mais il ne voulait sortir avec elle que si elle amenait une amie pour son frère. Alors elle m'a amenée, et oh mon Dieu! Son frère était tellement bizarre. C'était horrible, mais je pouvais la gérer et comparer aux autres enfants de l'école qui avaient des problèmes bien pires, j'étais bien. Je me sentais mal pour eux et j'aurais aimé pouvoir lui tenir tête et les protéger, mais je n'étais pas assez courageuse. Pour être honnête, ce n'était pas seulement que je n'avais pas le courage de lui tenir tête. C'était aussi parce qu'il y avait beaucoup trop d'avantages à être son amie. Elle a toujours été généreuse et m'a donné tous ses vieux vêtements, même si elle ne les avait portés qu'une seule fois. Elle avait cette jupe super mignonne, mais elle a vu une autre fille la porter et me l'a immédiatement donnée. Elle m'a donné une paire de talons hauts toute neuve, qui selon elle lui faisait paraître les jambes grosses. Honnêtement, la plupart de mes jolis vêtements et chaussures venaient d'elle. Et elle me ramenait toujours des cadeaux des vacances de luxe de sa famille. Mais malgré tout cela, je ne pouvais pas ignorer la légère rancune que je ressentais à son égard. Et d'accord, il y a une raison plus importante, pour laquelle je supporte la façon dont elle m'a traitée injustement. Vous voyez, Yasmine a un frère jumeau qui s'appelle Louis. Et j'ai eu un gros béguin pour lui. Sortir avec Yasmine signifiait que je devais voir Louis plus souvent. Comparé à sa sœur, Louis était si froid. Mais parfois il était assez froid, même un peu mystérieux. C'est pour ça qu'ils ne s'entendaient pas vraiment. Yasmine disait toujours des choses méchantes à son sujet dans son dos, des choses comme le fait qu'il était si lamentable et un tel grand-père. Mais une fois j'ai presque tout gâché en traînant chez eux. Louis était en train de se détendre et de jouer de la guitare tout seul sur le patio. Alors j'ai fait semblant de me promener et je l'ai approché et complimenté. Mais Yasmine m'a vue en regardant de la cuisine. Après, elle m'a attrapée et m'a dit « Hé, qu'est-ce que c'était? Est-ce que tu viens de flirter avec mon frère? Ou est-ce que tu as le béguin pour lui? Ne t'avise pas de le faire. Si tu le fais, alors notre amitié est terminée maintenant. » J'ai été tellement choquée par sa réaction que j'ai rapidement nié et dit « Burk, voyons, ton frère est une brute. » J'espérais qu'elle ne s'aperçoive pas que je mentais. Après cet incident, j'ai dit à Yasmine que je devais rentrer chez moi, car j'avais des confections à terminer. Elle a éclaté de rire et m'a dit que le bricolage était pour les losers. Ça m'a vraiment contrariée, parce que j'adorais faire des bricolages, et que mes cousins et les enfants d'à côté m'avaient demandé de commencer à leur apprendre comment faire. Mon unique cousin m'avait même persuadée de commencer à faire des vidéos sur le sujet. Alors même si Yasmine trouvait ça totalement pas cool, j'ai continué et j'ai secrètement lancé une chaîne YouTube pour partager mes vidéos de tutorat sur le bricolage. Les enfants de mon quartier ont tous adoré, et j'ai vite eu pas mal d'abonnés. Puis j'ai fait un pas de plus, et j'ai fabriqué des marionnettes de certains personnages de dessins animés populaires, et j'ai commencé à faire des vidéos de spectacles de marionnettes. Lentement mais sûrement, ma chaîne a commencé à prendre de l'ampleur. Il y avait une téléspectatrice avec un compte appelé Chérie Paille, qui était toujours la première à laisser un commentaire. Elle m'a même envoyé un DM sur le compte Twitter de ma chaîne, et nous avons commencé à parler presque tous les jours après cela. Un jour, j'ai décidé de faire une vidéo pour me présenter correctement aux téléspectateurs de ma chaîne, mais j'étais trop timide pour montrer mon visage. Alors je l'ai fait avec les marionnettes à la place. Le public semblait plus intéressé lorsque je parlais de ma propre vie. J'ai donc commencé à leur parler de ma famille et de mes amis. Et bien sûr, cela incluait Yasmine, mais j'ai changé les noms de tout le monde en surnoms amusants. Et j'ai changé un peu ma voix pour que personne ne me reconnaisse. J'ai commencé à parler beaucoup de Yasmine, et de la façon dont elle me torturait, moi et les autres enfants. Je lui ai donné une voix horrible qui ressemblait à un monstre, et j'ai même montré comment elle se moquait de ce que les gens portaient. Je me suis tellement impliquée que j'ai commencé à inventer des choses, comme dire comment elle volait l'argent du déjeuner des autres enfants, leur faisait faire des devoirs pour elle, et leur faisait acheter ses collations à chaque récréation. Elle agissait toujours comme si elle était une sorte de reine. J'ai réalisé combien de sentiments j'avais enfouis au fond de moi au fil des années, et maintenant j'avais cet exutoire créatif pour les libérer tous. J'ai même raconté l'histoire de Yasmine, qui s'est fait larguer par son ex-petite amie, et comment elle a essayé de le récupérer et s'est retrouvée sur le pas de sa porte. Il était avec sa nouvelle petite amie.
et elle s'est accrochée à sa cheville en le suppliant de l'inviter à nouveau à sortir avec lui. Yasmine mourrait si elle savait que j'avais partagé ça. Mais je ne pouvais pas m'en empêcher. Après avoir téléchargé cette vidéo, j'ai obtenu tellement de vues et d'abonnés. Il semblait que les gens pouvaient vraiment s'identifier à mes histoires. Mais bizarrement, mon fan numéro 1, Cherry Pie, a disparu. Pour être honnête, elle m'a vraiment manqué. Quelques jours plus tard, à l'école, tout le monde chuchotait à propos de ma chaîne. Et il est vite devenu clair qu'il connaissait mes vidéos. Comment l'avait-il découvert? Mais ensuite, à ma grande horreur, j'ai réalisé qu'il pouvait voir mon uniforme scolaire dans l'une des vidéos. Et tout le monde a réalisé que la méchante dont je parlais était Yasmine. Elle était furieuse à ce sujet et a dit qu'elle allait découvrir lequel de ces losers l'avait fait et faire de leur vie un enfer. J'étais tellement terrifiée que j'ai mis toutes mes vidéos en privé et j'ai même pris quelques jours de congé de l'école car je me sentais si inquiète de ce qu'il se passerait si elle découvrait que c'était moi. Et puis un jour, Cherry Pie m'a soudainement envoyé un DM à nouveau. Je pensais qu'elle allait me demander où étaient passées les vidéos, mais au lieu de cela, elle a dit « On dirait que tu as eu ce que tu voulais. Tout le monde parle de ta chaîne. Et maintenant, tu es enfin sous les feux de la rampe. Oh mon Dieu! Est-ce que cette fille est aussi allée à notre école? Qui était-elle? Ça ne pouvait pas être Yasmine, n'est-ce pas? » J'ai répondu avec une centaine de questions, en demandant qui elle était. Savait-elle qui j'étais? Comment elle m'a trouvé? Ce qu'elle voulait? Mais je n'ai pas eu de réponse. Mais quelques heures plus tard, j'ai reçu un message disant « Viens dehors ». Quoi? Comme c'est flippant! J'ai commencé à avoir peur, que j'ai un harceleur ou quelque chose comme ça. J'ai pris un spray au poivre et je suis sortie. Mais au lieu d'une fille folle, Louis se tenait là. Attends, Louis est Cherry Pie. Il a dit qu'il avait découvert ma chaîne. Parce qu'une fois chez eux, j'avais lu les commentaires sur mon téléphone et il était passé derrière moi et avait vu le nom de la chaîne. Il est devenu curieux. Et il a fait un faux compte pour pouvoir regarder mes vidéos. Et c'est alors qu'il a développé un béguin pour moi et qu'il a pris plaisir à les regarder régulièrement. C'était jusqu'à ce que je parle de sa sœur. Et que j'invente toutes ces fausses histoires sur des choses qu'elle avait faites. C'est comme ça que Yasmine a découvert les vidéos. Un jour, elle a emprunté l'ordinateur portable de Louis et l'a vu s'ouvrir sur son écran. Mais au moins, la seule personne qui sait que c'est ma chaîne, c'est Louis. Il a dit qu'il était vraiment déçu de moi. Et qu'il pensait que je valais mieux que ça, puis il a dit qu'il allait supprimer son faux compte. Parce qu'il ne voulait pas être un faux menteur comme moi. J'ai eu le cœur brisé. Comment ai-je pu être une personne aussi terrible? Je ne sais pas quoi faire. Dois-je avouer à Yasmine que c'était moi? Et m'excuser auprès d'elle et de Louis en espérant qu'ils me pardonneront? Ou devrais-je simplement me taire et me concentrer sur le fait de pouvoir me défendre? Et dire à Yasmine que ce n'est pas bien de s'en prendre aux gens? Salut, je m'appelle Arnaud. Je suis en première année de licence et on peut dire que je suis un geek. Enfin, je suis fasciné par les ordinateurs et la technologie, et je fais des études d'informatique. Je suis un mec normal qui préférerait passer son temps libre sur son ordi que de faire la fête. Je me fiche un peu de mon physique. Pour moi, les vêtements ne sont que des vêtements. Alors un t-shirt ample et un jean me conviennent. Je ne suis pas non plus doué pour les relations. Je me renferme et je finis par dire des bêtises. J'imagine que c'est pour ça que je préfère rester dans ma bulle d'informatique. Enfin, c'était jusqu'à ce que je rencontre Camille. Je n'ai jamais eu de petite copine avant, et vu ma maladresse, ce n'était pas étonnant. La première fois que j'ai vu Camille, ça ne s'est pas bien passé. J'étais en retard pour mon travail de groupe à la bibliothèque, alors je courais dans les escaliers et je lui ai rentré dedans alors qu'elle lisait un livre en descendant. Je l'ai regardée, horrifiée, tombant dans les escaliers. Elle s'est fracturée la cheville. Je me sentais tellement coupable et je m'en voulais. Après ça, j'ai essayé d'être le mec sympa qui l'aide. Je lui ai proposé de porter son sac en cours, mais elle a soufflé. « Est-ce que tu pourrais ne pas t'approcher de moi? Je n'ai pas besoin de ton aide, d'accord ?» Puis elle m'a lancé un regard noir. Une autre fois, je l'ai croisée quand elle était assise dans l'herbe, plongée dans sa lecture de Twilight. Alors je lui ai offert un exemplaire signé du 2e livre de la saga. Elle a levé le nez vers moi et m'a dit que ce livre était tellement dépassé. Puis elle est partie. J'imagine qu'elle m'en voulait toujours pour l'accident. Mais la fois suivante où je l'ai vue, elle était en train de lire le livre que je lui avais donné. Elle a ricané en me disant « Ok, c'est en fait un cadeau très sympa, merci ». Après ça, on a commencé à se parler davantage, et je l'aidais même avec ses révisions. Je n'ai jamais rencontré une fille comme Camille. Elle était si délicate, féminine et jolie. Mais tout comme mon truc c'était l'informatique, elle c'était la lecture. Elle adorait lire, et elle avait toujours la tête plongée dans un livre. J'admirais ça chez elle, une fille qui lit autant qu'elle devait avoir une belle âme. Je suis tombé amoureux d'elle, mais vu comme je suis maladroit, je ne pensais pas avoir une chance. Puis une fois, après l'avoir aidée à réviser, elle s'est penchée pour m'embrasser. Croyez-moi, personne n'a jamais été aussi choqué. Peu après ça, on est devenu officiellement un couple, et au début, tout se passait bien.
Mais Camille s'est mise à devenir de plus en plus accro à la lecture. Elle adorait les romances, des classiques comme Orgueil et Préjugés, aux histoires plus modernes comme Nos étoiles contraires. Elle les adorait tous. Il y avait des jours où elle était tellement prise dans ces mondes imaginaires qu'elle lisait du soir jusqu'au matin, et elle manquait même la fac car ensuite elle était trop fatiguée pour y aller. On allait beaucoup à la bibliothèque pour réviser ensemble. Enfin, moi je révisais pendant qu'elle rêvassait en regardant par la fenêtre, perdue dans le monde imaginaire qui occupait ses pensées à ce moment-là. Et quand je l'appelais, elle ne répondait pas. Dès qu'elle avait fini un livre, elle était déprimée, comme si elle ne pouvait plus faire face à la réalité. Quand elle a fini N'oublie jamais, elle se plaignait que je n'étais pas aussi beau et attrayant que Noah. J'ai tenté de l'ignorer, mais ensuite, elle a fini la lecture du 2e livre de la saga À tous les garçons que j'ai aimés, et m'a crié que Peter prend non seulement soin de sa copine, mais qu'en plus il fait du sport et a des abdos. Elle m'a dit que je devrais me mettre au sport et arrêter de manger tant de chocolat. Bon, sa remarque était blessante. J'étais nul en sport et j'étais gêné par mon allure de gringalet. Alors, je me suis mise à aller à la salle de sport pour lui faire plaisir. Elle semblait s'en réjouir et a dit qu'elle était fière d'avoir un copain qui était à la fois sportif et bon étudiant, comme les mecs géniaux des romances. Mais honnêtement, je n'aimais pas vraiment faire du sport. Mon ami était dans l'équipe de basket, alors je lui ai dit que je voudrais participer. Oui, je détestais ça, mais Camille trouvait que c'était impressionnant. Pendant mon premier match, elle se tenait au bord du terrain et criait « Bébé, je t'aime, allez, je sais que tu peux le faire, chérie !» Ah mon Dieu, quel embarras! Je savais qu'elle était très fière de me voir jouer au basket, alors ça me donnait de l'énergie et j'avais hâte de marquer. J'étais si anxieux que j'ai par erreur marqué dans le camp adverse. Soudainement, elle a crié de déception. « Oh non, Edward ne m'aurait jamais mise dans l'embarras comme ça !» C'est là que mes coéquipiers se sont tournés vers moi et ont rigolé de mon cœur, ce qui m'a vraiment gêné. J'ai lancé le ballon sur le terrain et je suis allé vers elle en demandant avec colère « C'est qui, Edward ?» Puis je suis parti en furie en la laissant là, interloquée. J'en avais marre d'être toujours comparé à un mec génial de son monde imaginaire et aussi de faire du sport. Je n'en pouvais plus. Plus je faisais du sport, plus je réalisais à quel point je détestais ça. Les algorithmes informatiques me manquaient. Non, je n'étais pas sportif. J'étais un geek excité à l'idée de passer la nuit à coder. Ce week-end-là, elle voulait sûrement se racheter, alors elle m'a demandé d'aller au cinéma avec elle pour voir une comédie romantique. J'étais un peu calmé, alors j'ai accepté. Je suis allé chez elle pour la chercher et mon téléphone a sonné. C'était Camille qui me disait qu'elle avait lu toute la journée et qu'elle était maintenant trop fatiguée pour sortir. En plus, elle était à un point clé du livre et c'était trop difficile de s'arrêter là. J'étais furieux et je suis parti chez moi en furie. Je trouvais que Camille préférait ses mecs imaginaires à moi, son vrai petit ami. Le lendemain matin, j'étais toujours en colère. Quand j'ai expliqué à Camille ce que je ressentais, elle s'est mise à pleurer puis m'a dit que c'était de ma faute de ne pas m'être occupé d'elle hier soir parce qu'elle avait dit qu'elle était fatiguée. Elle voulait un Apollon pour lui apporter à manger, la dorloter et s'occuper d'elle. Je ne revenais pas de ce qu'elle disait. Ce n'est pas parce que je n'étais pas aussi merveilleux qu'un personnage de fiction que je ne prenais pas soin d'elle. Comment osait-elle dire le contraire ? Je sais que c'est dingue, mais le problème c'est que j'aime vraiment Camille. Alors je me suis dit que si elle voulait le mec parfait, je pouvais le devenir, non ? Ce soir-là, après une longue journée de révision, j'allais prendre un bain quand Camille m'a écrit « Chérie, j'ai envie de spaghettis mais il pleut dehors. » Alors, même si j'étais fatigué, j'ai couru lui en acheter et lui ai amené. Vous auriez dû voir son visage, elle était super contente. La voir heureuse me faisait fondre. Tout était bien, sauf que j'ai fini par être malade. Bleu. Le lendemain, Camille est venue chez moi pour s'occuper de moi. Elle m'a fait de la soupe et m'a aidé à la boire. J'ai fini par m'endormir et quand je me suis réveillé, elle était partie. Ça ne m'inquiétait pas trop sur le moment, mais 3 jours plus tard, elle n'avait toujours pas répondu à mes appels et mes messages. Au final, elle a décroché et m'a dit que c'était parce qu'elle était en colère. Il se trouve qu'elle se prenait pour le personnage principal de la romance qu'elle était en train de lire. Dans cette histoire, quand le mec génial tombe malade et que sa chérie vient le voir pour lui donner à manger, il l'embrasse. Alors, elle s'attendait à ce que je fasse pareil, sauf que je me suis endormi. Je ne savais pas s'il fallait rire ou pleurer. C'était dingue. Comment pouvait-elle attendre que je sois romantique quand je tentais de ne pas vomir ? On a décidé de se voir dans un café et je lui ai dit ce que je ressentais. Je ne peux plus continuer comme ça. Je ne suis pas un beau mec sportif, charmeur et combattant. Je suis juste un mec normal. Accepte-moi comme je suis ou c'est fini. Elle s'est excusée et s'est mise à pleurer. Elle m'a dit qu'elle se laissait emporter par les histoires de ses livres, mais qu'elle ferait de son mieux pour être une meilleure copine. Une semaine passa et Camille semblait un peu mieux. Puis, une fois quand on était devant la fac, elle m'a montré ce mec de 2e année et m'a dit qu'elle allait le laisser lui faire la cour, car dans toutes les romances, le personnage principal féminin a souvent 2 mecs qui se battent pour elle. Si je pouvais être meilleur que ce Zach, alors ça prouverait que je l'aimais. Sinon, ça voulait dire que je ne l'avais jamais vraiment aimé. Quoi ?
Je restais bouche bée. Elle allait vraiment trop loin cette fois. Je lui ai dit que je ne jouais plus à ces jeux stupides, puis je suis parti en furie. Le lendemain, je l'ai vu parler avec ce Zach. Ce qu'il lui disait la faisait rire, et elle enroulait ses cheveux autour de ses doigts en ricanant. Bien, non seulement ce mec était beau, mais il était aussi charmant. Il ressemblait à un héros galant, alors que moi j'étais plutôt comme les méchants. Le problème, c'est que j'aime toujours Camille. Comment puis-je lui faire comprendre que les romances ne sont rien d'autre que de la fiction? Et même si je ne suis pas un magnifique héros qui dépose des pétales de fleurs chez elle, je suis quand même un mec bien qui veut s'occuper d'elle. Salut, c'est de nouveau Arnaud, le mec qui adore l'informatique. Je suis venu vous raconter la suite de mon histoire. Voilà un petit récap. J'adore ma copine Camille, mais elle est accro aux romances. Parfois, elle fait comme si elle vivait dans l'un de ses romans, ce qui a conduit à des situations embarrassantes. Puis un jour, elle est allée trop loin en me disant qu'elle allait laisser ce beau mec Zach lui faire la cour. Apparemment, si je l'aimais, je me battrais pour elle et je gagnerais son cœur, tout comme les personnages de ses livres. J'ai ignoré Camille pendant une semaine entière après ça. Puis, je suis passé devant le terrain de basket et je l'ai vue. Elle regardait Zach jouer. Elle l'encourageait et criait de joie quand il marquait. Mon cœur fit un bond. Zach était si beau, alors que moi j'étais un geek gringalé avec les cheveux en bataille, de vieux vêtements et un ventre ballonné. J'étais pour sûr le perdant de ce duel. Je me sentais découragé et Camille me manquait beaucoup. Je me suis confié à ma sœur Paola. J'imagine que je m'attendais à ce qu'elle soit d'accord avec moi. Mais au lieu de ça, elle m'a conseillé de me ressaisir et d'agir. Si je voulais que Camille sorte de son monde imaginaire, alors je devais d'abord entrer dans son monde pour la reconquérir. Paola m'a dit que toutes les filles aiment les romances, et que Camille les aime plus que la normale. Alors, il fallait que je découvre pourquoi elle les adore en lisant moi-même. À ce moment-là, je la comprendrais et pourrais l'aider. Ok, je pense que le plan de Paola faisait sens. Mais honnêtement, j'étais un geek. Et maintenant, il fallait que je lise des livres à l'eau de rose. Mais bon, je ferai tout ce qu'il faut pour reconquérir Camille, car je l'aime vraiment. Camille avait laissé quelques livres chez moi, alors j'ai commencé à les lire. Je suis un mec logique, alors ça ne m'a pas pris longtemps pour comprendre le schéma de ces livres. Alors j'ai décidé de me servir de ces lectures pour devancer Zach et reconquérir le cœur de Camille. Donc j'ai monté un plan. La première leçon de ces livres semblait de toujours s'aimer soi d'abord pour que l'amour vienne ensuite. D'accord, donc peut-être que j'étais un peu négligé. J'imagine que je n'avais pas l'air d'un mec qui s'aime. Alors je suis allé chez le coiffeur, et au lieu de demander ma coupe habituelle « cours partout s'il vous plaît », j'ai cette fois demandé une coupe à la mode qui m'irait bien. Ensuite, j'ai demandé à Paola de venir faire du shopping avec moi, et elle a choisi quelques jeans chics et quelques jolis polos. Et maintenant, qui a dit que les geeks ne pouvaient pas être stylés? Pour finir, j'ai affronté ma némésis. Le sport. Bref. Je savais que si je voulais avoir un corps musclé comme Zach, il fallait que je fasse du sport. Alors, je suis allé à la salle et j'ai commencé le jogging. Pendant les premières semaines, j'étais en sueur. Puis, je me suis amélioré et j'ai même fini par apprécier la course à pied. Une fois, je faisais mon jogging dans le parc quand j'ai vu Camille assise sur un banc en train de lire. Je courais juste devant elle et j'ai dit salut. Elle était tellement choquée quand elle a levé les yeux et m'a vu qu'elle a lâché son livre. En me baissant pour le ramasser, je me suis retourné exprès pour qu'elle puisse admirer mon nouveau fessier musclé. J'ai continué mon jogging, puis j'ai jeté un œil en arrière et je l'ai vu me regarder par-dessus son livre. Bingo! Et la deuxième leçon que j'ai apprise en lisant les romans à l'eau de rose, l'héroïne aime un mec avec qui elle a une connexion indéniable. Alors finalement, après 3 semaines sans message ni appel, je lui ai envoyé « Camille, je vais te dire que j'accepte ton défi et que je te prouverai mon amour. » Le lendemain, j'attendais devant la salle de Camille et je l'ai invitée à déjeuner. Malheureusement, Zach est arrivé et s'est invité aussi. À la cantine, j'ai invité Camille à s'asseoir et lui ai dit que j'irais lui choisir à manger. Et moi, je lui apporterai, dit Zach. Et si on choisissait tous les deux à manger et Camille choisira ce qu'elle préfère manger, répondis-je. Inutile de dire que Camille était surexcitée. 2 mecs faisaient leur possible pour l'impressionner. C'était un rêve éveillé pour elle. Je savais à quel point Camille aimait les salades composées. Alors j'en ai pris une grosse portion pour elle, ainsi qu'un flapjack. Quant à Zach, il lui a pris des frites de poulet basiques et un énorme burger pour lui. Camille regardait les 2 plateaux, puis a directement choisi la salade composée. Bingo à nouveau. Mais le pauvre Zach paraissait si déçu que j'avais même de la peine pour lui. Enfin, presque. Et pour finir, la 3e leçon. Même si les mecs géniaux disent souvent des mots mielleux, ce n'est pas important. Ce qui rend vraiment l'héroïne heureuse, c'est le sentiment d'être unique, la seule dans le cœur de quelqu'un.
Ok, donc je savais pas dire de mots mielleux, mais Camille comptait beaucoup pour moi, et je pensais que c'était une fille unique et spéciale. Alors, il fallait que je lui montre, n'est-ce pas? J'ai mis mon plan à exécution. Je suis venu devant chez Camille, habillé sur mon 31 avec un énorme bouquet de fleurs. Camille a ouvert et paraissait confuse en prenant le bouquet. Je lui ai dit que je l'emmenais au cinéma, mais elle a rougi en répondant. Désolé Arnaud, j'y vais avec Zach, car j'avais déjà prévu de voir ce film avec lui. J'étais dégoûté, mais je me suis forcé à sourire en répondant. Ah, d'accord, très bien. J'espère que tu passeras un bon moment. Je vais y aller avec un ami alors. Mais je suis rentré chez moi, me suis changé et je suis parti courir. Oui, je sais. Que m'arrive-t-il? Après ça, je me sentais toujours frustré, alors je suis allé un peu sur mon ordi, mais je n'arrivais pas à ne pas penser à Zach et Camille en train de partager du popcorn et se câliner. Je commençais à me dire que je perdais mon temps. Et peu importe ce que je faisais, Camille choisirait toujours un mec comme Zach comparé à moi. Soudainement, mon téléphone sonna. C'était Camille. Elle sanglotait en me demandant où j'étais. Elle voulait me voir. Sans même réfléchir, je me suis dépêché d'aller chez elle. Avant même de pouvoir lui demander ce qui se passait, elle a sauté dans mes bras et s'est mise à m'embrasser. Ok, c'était dingue et surprenant, mais c'était bon. Très très bon. Je lui ai fait un sandwich au fromage fondu, puis on s'est câliné sur le canapé. Elle m'a demandé « Tu m'as dit que tu étais allé au cinéma avec ton ami? Alors comment tu peux être ici avec moi ?» Je l'ai regardée en disant « Oui, c'est ce que j'ai dit, mais je ne voulais y aller qu'avec toi. » Elle a rigolé et m'a embrassé. Tout ça semblait irréel, et je m'inquiétais d'avoir tellement lu de romances que j'en faisais maintenant partie. Puis elle m'a dit qu'elle était allée au cinéma et que Zach n'était pas venu. Alors elle avait attendu pendant des heures, puis il lui avait envoyé un message en lui disant qu'il était à une fête et qu'il avait oublié d'annuler le rendez-vous. Ça prouvait que Zach se fichait d'elle, et elle a réalisé qu'elle ne l'aimait pas non plus. Elle m'aime moi, et il fallait qu'elle me voie immédiatement. Depuis, Camille ignore Zach. Elle s'est excusée auprès de moi pour tout ce qu'elle m'avait fait subir, et m'a dit que gringalée ou pas, elle m'aimait inconditionnellement. Elle aussi a promis d'essayer de garder les pieds sur terre et de ne pas être aussi rêveuse, et de se souvenir de faire des pauses pour manger pendant ses marathons lecture. Je sais qu'elle adore la fiction, et je ne lui demanderai jamais d'arrêter de lire les livres qu'elle adore. Mais je lui ai demandé de moins lire. Elle lit maintenant un livre par semaine. Maintenant, les choses entre nous vont mieux que jamais. Elle était toujours rêveuse de temps en temps, surtout après avoir terminé un livre. Mais on réalise maintenant à quel point on s'aime, et comme on n'aimerait pas être l'un sans l'autre. En plus, dès qu'elle devient déprimée après avoir fini un livre, je deviens encore plus romantique avec elle. Je lui achète des fleurs colorées, je l'emmène faire des pique-niques romantiques au parc, et je lui apporte le petit déjeuner au lit, avec des pancakes en forme de cœur. On se réserve aussi une soirée par mois pour une soirée fiction, où on fait tous les deux semblant d'être des personnages d'une romance. On s'amuse bien en fait, et Camille adore ça. Je suis peut-être un geek et Camille une dévoreuse de livres, mais ça ne veut pas dire que ça ne fonctionne pas entre nous. Le prince charmant ne doit pas galoper sur son cheval blanc avec une chevelure parfaite, non. Au lieu de ça, il peut être un simple geek sympa. Salut, je m'appelle Quentin et quelque chose de vraiment effrayant m'est arrivé, alors je vais vous le raconter. Mais je dois vous prévenir, ça fait un peu flipper. Alors c'est possible que ça vous fasse tellement peur que vous dormiez la lumière allumée. C'est aussi possible que vous ne me croyez pas. Et c'est à vous de voir, mais merci de vous rappeler que ce fut vrai pour moi. Je crois en ces choses depuis toujours. En fait, je suis obsédé par la vie après la mort depuis que je suis petit. Avant, j'avais des rêves ouverts où des inconnus venaient et essayaient d'entrer en contact avec moi. C'était souvent si ambigu que je voyais à peine leur visage, et tout ce dont je me souvenais au réveil était une ombre ou une forme indistincte faisant des gestes étranges, comme un message. Quand j'en ai parlé à mes parents, ma mère m'a dit que c'était des bêtises, mais ma grand-mère m'a assuré que ça pouvait être des esprits qui essayaient de me dire quelque chose. Elle m'a dit de ne pas m'inquiéter car la plupart des esprits étaient bienveillants. Parfois, ces esprits me disaient des choses. Une fois, il y en a eu un avec un chien, puis un mois plus tard, mon père est rentré à la maison avec un chiot. Puis une autre fois, j'ai rêvé que ma grand-mère décédait. Je n'ai pas osé raconter ce rêve, j'avais trop peur qu'il devienne réel. Et, vous l'avez deviné, quelques mois plus tard, elle décédait. J'ai fini par appréhender ces rêves, et pire encore, maintenant je n'avais plus ma grand-mère pour lui raconter mes rêves. Pour être honnête, en grandissant, mes rêves se sont arrêtés, mais ma fascination pour la vie après la mort a continué. Je savais qu'il ne fallait pas plaisanter avec ce genre de choses, car cela n'apportait rien de bon, selon ma grand-mère. Mais ensuite, j'ai commencé à sortir avec Jennifer, et je voulais vraiment lui montrer cette partie du monde. Alors j'ai acheté une planche Ouija sur Amazon. Enfin,
C'est une planche plate avec des lettres et des chiffres qui s'utilisent comme porte vers le monde des esprits. Je connaissais les règles. Ne jamais faire ça chez soi, car c'était s'attirer des ennuis. Je ne voulais surtout pas réveiller un poltergeist ou autre chez moi. Et aussi, ne jamais demander à un esprit de se montrer. Alors, le plan était de s'infiltrer dans la vieille maison de mon quartier qui venait d'être vendue et était vide pour l'instant. J'ai parlé de mon plan à Jennifer. Elle n'avait jamais rien fait de tel, et même si elle était sceptique, elle était aussi excitée. C'est ce qui me plaisait chez elle. Elle est si courageuse et aventureuse. On s'est retrouvés dans la cour de la maison à 3 heures du matin comme prévu, et on était tous les deux déterminés à essayer d'entrer à l'intérieur. Oui, je sais, ça sent le roussi. Mais on ne voulait pas saccager la maison ou autre, on voulait juste un endroit désert pour tester la planche. D'abord, on a créé une atmosphère en allumant des bougies, de l'encens, et on a fait brûler de la sauge. Avant de commencer, j'ai pris la main de Jennifer et je lui ai dit tout haut « S'il te plaît, ne réveille pas les forces démoniaques ». Puis j'ai mis une pièce en argent sur la planche pour éloigner les mauvais esprits. Puis on a tous les deux mis notre index sur la planchette qui sert à désigner, et en prenant une grande inspiration, j'ai appelé dans la pénombre. « Il y a quelqu'un ? Si des esprits viennent ici, parlez-nous s'il vous plaît. » Rien. Même pas un brin de vent. Jennifer a rigolé et ça m'a embêté. J'imagine qu'elle voyait sur mon visage que ça m'énervait. Alors elle a souri en disant « Désolé, réessayons. » Puis elle a remis son doigt. Puis j'ai dit « S'il y a quelqu'un ici, on aimerait entrer en contact. » J'avais des frissons pile à ce moment-là, et le vent a commencé à se lever. Le calme était rompu et la pénombre semblait se déplacer. Excité, je criais « Il y a quelqu'un ici ?» Puis c'est devenu vraiment dingue, comme une scène de film avec de la poussière qui tournoie autour de nous. La planchette a commencé à bouger lentement. Jennifer m'a regardé et a dit « Qu'est-ce que tu fais ?»« Ce n'est pas moi, promis !» répondis-je. Je l'ai regardée et au moment où nos regards se sont croisés, on savait que la planchette bougeait toute seule. J'ai continué de demander « Combien d'esprits y a-t-il ici ?» Après 1 minute de silence, la planchette a bougé sur le 1. Ça devenait intéressant. « Es-tu un bon esprit ?» Ça bougeait plus vite. D-E-V-I-N-E. Ok, j'ai donc pris ça pour un oui. Et j'ai continué à poser des questions sur des choses simples. Puis-je connaître ton nom ? Puis la réponse était C-O-M-M-E-E-L-L-E. À ce moment-là, je voyais Jennifer paniquer. C'était assez effrayant car je n'avais pas dit son nom une seule fois. J'ai dit « Si tu es vraiment là, prouve-le ». Jennifer a sauté de sa chaise. Et on a promis de ne jamais demander à l'esprit de se montrer. Soudainement, une bourrasque de vent vint de nulle part et souffla une bougie. Jennifer me cria d'arrêter ça tout de suite. Puis elle est sortie en courant. J'ai rapidement dit à l'esprit « Ravi de te connaître, mais on doit y aller. Au revoir », tout en poussant la planchette sur le symbole « Au revoir » de la planche. Puis j'ai pris mes affaires et suis parti après Jennifer pour voir si elle allait bien. Elle était totalement paniquée et m'a dit qu'elle ne ferait plus jamais ça. Le problème était que je n'arrêtais pas de penser à l'esprit. Les nouveaux propriétaires emménageraient bientôt, donc je n'avais pas beaucoup de chance d'y retourner. Alors, 1 semaine plus tard, de nouveau à 3 heures du matin, j'ai convaincu mes amis casse-cou Alban et Michel de m'y retrouver. J'ai mis la planchette et on a commencé. J'ai posé quelques questions et au début rien ne se passait. Puis, après un moment, la planche n'arrêtait pas de pointer vers des lettres qui ne faisaient pas sens. Je pensais en fait qu'ils me faisaient une blague. Ils en ont vite eu marre et pensaient que c'était juste mon imagination. Ennuyé, Alban est parti aux toilettes et j'ai continué avec Michel. Je croyais à mon expérience précédente, alors je persistais à demander « Sais-tu qui est aux toilettes maintenant ?» Mais la planche continuait de donner des chiffres au hasard. Quand Alban est revenu, Michel a dit les chiffres qu'on avait eus à Alban et a dit que ça ne marcherait pas cette fois et qu'on devrait partir. Il est devenu tout pâle. Il se trouve que les chiffres étaient son numéro de sécurité sociale. Alban a dit que c'était un coup monté. Je lui ai dit que non. Je pense qu'il était curieux car il s'est assis pour participer. C'est là que Michel a posé la question stupide. « Pendant combien de temps ce tocard de Quentin va vivre ?» Je lui ai lancé un regard méchant en disant « Je t'ai dit de ne pas dire n'importe quoi ». Puis la planchette a commencé à bouger, en s'arrêtant sur le chiffre 1, puis 0. 10 ans. Il ne me reste que 10 ans. C'était horrible. J'étais trop jeune pour mourir dans 10 ans. Mais non, la planchette continuait de bouger, et je fus horrifié quand elle s'est déplacée sur les lettres J-O-U-R-S. « Arrêtez les gars, c'est pas drôle », criai-je. Ils me regardaient à la fois choqués et effrayés.
Ok, j'étais quasiment sûr qu'ils ne l'avaient pas déplacé. Ils m'ont supplié d'arrêter le jeu et de rentrer, en me disant de ne plus jamais rejouer à ce jeu. Facile à dire. Ce n'est pas à eux qu'on a dit qu'ils allaient mourir dans 10 jours. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il s'était passé. C'était horrible, et j'étais tellement stressé que j'ai mis des heures à m'endormir. Puis j'ai fini par m'endormir et j'ai fait un rêve ouvert. J'ai rêvé de l'esprit d'une fille qui m'accompagnait à l'école quand soudainement elle me poussa sur la voie et une voiture approchait. Je me suis réveillé en sueur. 3 jours plus tard, je suis retourné dans la maison tout seul et j'ai posé une seule question. Combien de temps me reste-t-il à vivre? Et elle a répondu 7 J-O-U-R-S. Donc ce n'était pas une réponse au hasard. L'esprit calculait mes jours restant sur Terre. 3 jours plus tard, je ne pouvais m'empêcher d'y retourner pour répéter toujours la même question. Et la réponse fut 4. Je ne pouvais pas attendre que la mort arrive. Il fallait que je fasse quelque chose. Alors j'en ai parlé à mes parents, mais ils ne me croyaient pas. Ils m'ont même grondé d'avoir fait des jeux bizarres en pleine nuit. Le jour où j'étais censé mourir, ils ont vu l'état dans lequel j'étais. Je n'arrêtais pas de trembler et je refusais de sortir du lit. Il était hors de question que je m'approche d'une route aujourd'hui. Alors ma mère a appelé l'école pour dire que j'étais malade. Puis elle est restée travailler à la maison et est restée à mes côtés. Ce jour est passé si lentement. Mais rien ne s'est passé. Nous sommes maintenant 1 mois plus tard et je suis toujours en vie. J'ai été puni pendant 3 mois pour être sorti au milieu de la nuit et avoir fait peur à mes parents. Quand ma punition fut terminée, il était hors de question que je retourne avec la planche Ouija dans des maisons vides. En fait, je l'ai mise au grenier et elle y restera toujours. Donc, voilà mon histoire. Voyez par vous-même si vous voulez essayer ou pas, mais je vous conseille de ne pas vous lancer là-dedans car ça ne vaut pas le coup. Je m'appelle Marie, j'ai 20 ans et j'ai grandi avec une mère très stricte et religieuse. Chaque dimanche à l'église, je faisais la même prière à Dieu. Seigneur, s'il vous plaît, aidez ma mère à devenir quelqu'un d'autre pour que sa vie soit plus facile et confortable. Je ne m'attendais pas du tout à ce que Dieu exauce mes prières, mais ensuite, quelque chose d'inattendu s'est produit. Vivre avec ma mère n'était pas simple pour mon père et moi. Elle était très stricte et avait toujours des attentes stupides très élevées. En conséquence, elle nous donnait une longue liste de corvées ménagères. Et elle pouvait passer d'une femme en jouet à un monstre pour le moindre détail. Un jour, je faisais la poussière et j'ai malencontreusement fait tomber un de ses bibelots chats préférés. Et elle m'a enfermée dans ma chambre toute la journée. Une autre fois, mon père a oublié de sortir la poubelle, alors elle l'a vidée dans sa sacoche. Ma mère voulait aussi qu'on vive selon ses règles. Le dîner était à 19h pétante. On se couchait à 21h30 sans aucune exception. Et je n'avais jamais le droit de sortir avec un garçon. Enfin, sérieusement, j'ai 20 ans. J'ai commencé à voir ce mec en cachette, Ben. Il est tellement sympa et attentionné. Mais je savais que ma mère ne serait pas de cet avis. Alors, quand je suis allée chez lui, j'ai dû lui faire croire que j'avais rendez-vous avec des amis. C'était difficile de mentir à ma mère, et ça me saoulait de ne pas pouvoir rester chez lui. J'étais une femme, mais ma mère me traitait comme si j'étais encore une enfant. Même si mon père aimait ma mère, ses règles strictes et ses humeurs nous affectaient. Un jour, j'ai entendu ma mère crier à mon père « Tu n'es qu'un vieil imbécile sans intérêt, et je ne sais pas pourquoi je t'ai épousé !» Je suis entrée dans la cuisine et j'ai vu mon père soupirer profondément en regardant dans le vide. Il se trouve qu'elle était en colère car il avait fait des toasts avec le pain que ma mère avait gardé pour faire des sandwichs. Je me sentais mal pour lui, alors la fois suivante à l'église, j'ai fait ma prière habituelle à Dieu. Je ne pensais pas que ma mère changerait ses habitudes. Mais ensuite, tout a été bouleversé après le terrible accident. Ma mère a eu un grave accident de voiture et l'airbag ne s'est pas ouvert à temps. Sa tête a cogné très fort et elle s'est retrouvée dans le coma. Voir ma mère inconsciente et sans défense était horrible. J'ai prié Dieu pour qu'elle se réveille, même s'il fallait subir ses règles strictes. Je pensais vraiment qu'elle était dans cet état à cause de moi et de mes prières diaboliques. Puis, un miracle s'est produit. Après 3 mois atroces, ma mère s'est réveillée. Merci Seigneur d'avoir exaucé mes prières à nouveau. Sauf que ma mère me regardait comme si j'étais une parfaite inconnue. Puis elle m'a dit « Ma belle, tu es dans le même lycée que moi? Car tu me dis quelque chose. Hein? Que se passe-t-il » Puis, quand elle a vu son reflet dans le miroir, elle a crié et a dit « Pourquoi je suis si vieille? Ce miroir est cassé !» Le médecin a fait quelques tests. Il se trouve que ma mère n'avait plus de souvenirs après ses 18 ans. Alors, dans sa tête, elle est toujours une lycéenne de 18 ans. Avoir une mère avec la mentalité d'une ado était, difficile. On devait décorer la chambre d'amis avec des posters de groupes des années 80, dont je n'avais jamais entendu parler.
On devait lui apprendre ce qu'était un ordinateur portable et lui montrer comment se servir de la cuisinière. En plus, elle ne fait plus le ménage et me vole même mes vêtements. Mon père travaille maintenant beaucoup et je dois jouer le rôle de la mère, avec ma propre mère. Je l'ai vue une fois essayer de sortir en cachette avec ma mini-jupe et mon t-shirt délavé. Et j'ai croisé les bras en la grondant. « Tu ne sors pas habillée comme ça !» Elle était furieuse envers moi et est allée bouder dans sa chambre. Oh mon Dieu! Je venais de me rendre compte que j'étais en train de devenir ma mère. Mais elle avait l'air ridicule. C'est une femme de 45 ans, pas une ado. Mais après le choc soudain de ma mère agissant comme une personne totalement différente, je me suis mise à m'attacher à elle. Elle était drôle, très curieuse, et par-dessus tout, elle se fichait des règles. Même si une fois mon téléphone a sonné, elle a eu tellement peur qu'elle l'a attrapé et l'a jeté dans l'évier. Oui, je n'étais pas très surprise, mais c'était plutôt rigolo. Elle ne comprenait plus le monde actuel. Un truc que j'aimais bien, c'était les soirées cocooning avec elle. Elle mettait des chouchous dans mes cheveux et m'aidait à étaler mon masque. Puis on parlait pendant des heures du lycée, des filles méchantes et des garçons mignons. Oui, d'accord. Parler de garçons avec ma mère était bizarre, mais c'était comme si ce n'était pas ma mère, mais complètement quelqu'un d'autre. Puis elle m'a demandé si j'avais un copain, et j'ai acquiescé sans hésiter. Maintenant je peux parler de lui sans problème, et sans avoir peur de son avis. Je lui ai dit « Ben est tellement mignon, poli, mature et plein de qualités. Et il est super doué avec la technologie. »« Oh, il a l'air génial !» dit-elle en souriant. « Tu pourrais l'inviter pour qu'il me montre ce truc face à book ou quoi sur l'ordinateur ?» J'ai répondu « Oui, bien sûr, Wendy. » C'était bien. Je pouvais non seulement lui parler ouvertement de mon copain, mais en plus, au lieu d'avoir peur de sa réaction, elle était mon amie. Ben est venu et a aidé ma mère avec l'ordinateur, etc. Enfin, elle paraissait toujours perplexe devant tout ça, mais il était très calme avec elle. Même quand elle a pris l'ordinateur portable et s'est mise à le secouer pour essayer de le démarrer. Oui, sinon il y a le bouton on. Je les ai laissés faire et suis allée me chercher un jus d'orange. Mais ensuite, je suis rentrée dans la pièce et je l'ai vue passer ses doigts dans les cheveux de Ben. Quand elle m'a vue, elle a vite retiré sa main. Et je me demandais si j'avais rêvé. Mais ensuite, plus tard, quand on regardait un film, elle voulait à tout prix s'asseoir à côté de lui. Est-ce que ma mère avait un coup de cœur pour mon copain? Non, probablement pas. Mais ensuite, quand Ben est parti, ma mère a dit « Ce Ben est tellement canon, pas comme ce vieux qui vit ici. Il s'habille super mal et sans les capsules d'huile de foie de morue. » J'étais choquée. Pauvre papa. J'imagine que c'était une bonne chose qu'il travaille loin aussi souvent, car je ne pense pas qu'il aurait supporté de voir ma mère comme ça. Puis, quelques jours plus tard, ma mère a invité Ben à dîner pour le remercier de l'avoir aidé. À ce moment-là, je me disais que j'étais peut-être trop sceptique. Ma mère était peut-être immature et impulsive, mais elle ne serait jamais la rivale de sa fille. Si. Pendant que je faisais à manger dans la cuisine, il n'arrêtait pas de rigoler dans le salon. Il se racontait des histoires sans fin. Et c'était embêtant que ma mère lui fasse des éloges et sautille comme une enfant. J'ai dû mettre des écouteurs pour me concentrer sur mon repas, pour ne pas avoir à entendre leur bruit stupide. Mais quand j'ai fini de préparer le repas et que j'ai enlevé mes écouteurs, la maison était anormalement silencieuse. Où était-il? Je suis allée dans le salon et j'ai eu la vision la plus horrible. Pendant que Ben était concentré sur l'écran d'ordinateur, ma mère était assise à côté de lui sur le canapé, ses mains sur lui. Quoi? Sa main descendait jusqu'à sa cuisse. « Arrête !» criai-je. Surpris, Ben s'est levé. C'est là que j'ai vu que son t-shirt était plein de sueur. Il a marmonné « J'ai rien fait, ta mère… » Puis il est parti en courant. Inutile de dire que ma mère n'avait pas du tout l'air gênée. Au contraire, elle s'est tournée vers moi et s'est plainte. « Merci beaucoup, Marie. T'as fait peur à mon rencard. » Je devenais folle. Je lui ai lancé un miroir en lui demandant de bien se regarder. Elle m'a crié dessus en me disant que Ben l'aimait pour son esprit, pas pour son âge ou son physique. Et vous savez quoi? Ma mère et Ben s'écrivent maintenant. Je ne sais pas ce qui est le plus choquant, que ma mère essaye de me voler mon copain ou qu'elle ait fini par comprendre comment envoyer des SMS. Ben m'a montré quelques-uns de leurs messages, et ils sont si horribles que j'ai failli vomir. Un message disait « S'il te plaît, Ben, je veux qu'on se voit en secret, t'embrasser et tout. Marie n'a pas besoin de savoir. » Ben m'a expliqué qu'il ne savait pas quoi faire. Il a dit qu'il m'aimait et ne voulait pas risquer de me perdre. Mais il ne voulait pas être méchant avec ma mère, car il savait qu'elle n'était pas dans son état normal. Pauvre Ben qui doit supporter ça. À partir de maintenant, je fais en sorte que Ben et ma mère ne se voient plus. Donc, au début, j'avais un copain en cachette, et maintenant, j'ai une mère qui va embrasser mon copain. Ma vie est dingue. S'il vous plaît, Seigneur, je ne reconnais plus ma mère stricte et disciplinée.
Et même si c'est difficile de la supporter, elle me manque et je veux qu'elle revienne. Quand je n'étais qu'une petite fille, quelqu'un a gâché ma vie et je ne l'ai jamais oublié jusqu'aujourd'hui. Jamais je n'ai pensé que je tomberais sur lui à l'âge adulte et que j'aurais la possibilité de me venger. Mais c'est exactement ce que j'ai fait. Avant de me plonger dans mon histoire, permettez-moi de me présenter un peu. Je m'appelle Emma et j'ai 25 ans. J'habite à San Francisco et même si j'ai eu une vie assez dure, je suis assez heureuse maintenant et j'ai le meilleur travail. Je suis chef de projet dans une super start-up de la Silicon Valley. Je travaille dur non seulement parce que j'aime mon travail, mais aussi parce que j'aime être le genre de fille indépendante. Beaucoup de mes amis me demandent pourquoi je ne trouve pas un mec riche pour s'occuper de moi. Et ça me rend folle. Je veux dire, j'ai choisi d'être célibataire parce que je ne fais vraiment pas confiance aux mecs. Vous voyez, mon père est un sale type. Et il m'a donc laissé un assez mauvais goût en ce qui concerne mes sentiments envers les hommes. Quand j'avais à peine 5 ans, il nous a abandonnés, ma mère et moi, à Los Angeles pour aller vivre avec sa maîtresse. Même en parlant maintenant, je me sens en colère. Nous étions dévastés et nous l'avons supplié de rester, mais il nous a quittés. Après cela, les choses ont été horribles pour ma mère et moi. Mon père était le soutien de la famille et le PDG d'une entreprise, donc nous n'avions jamais eu à nous soucier de quoi que ce soit. Mais après son départ, ma mère a eu du mal à trouver un emploi. Et parfois, nous nous sommes même couchés affamés. Je me souviens que les gens avaient pitié de nous et qu'un de nos voisins a commencé à laisser des colis de nourriture sur le pas de notre porte. C'était très gentil de leur part, mais aussi humiliant. Je détestais mon père pour nous avoir laissés dans ce pétrin, et je détestais encore plus sa maîtresse pour nous l'avoir volé. J'ai juré de ne jamais sortir avec quelqu'un, parce que je ne voulais pas me retrouver dans la situation de ma mère. Tout ce que je savais, c'est que les hommes font du mal aux femmes, et ça n'allait pas être mon histoire. Donc chaque fois que des hommes me demandaient de sortir avec eux, je refusais. Jusqu'à ce que quelque chose de fou se produise qui me fasse changer d'avis sur toute cette histoire de mec. Un jour, je me sentais vraiment mal, et comme je vivais seule, j'ai dû aller à l'épicerie pour me procurer de la nourriture. À mon retour, j'ai eu l'impression que j'allais m'évanouir. Avant même d'avoir franchi la porte, je me suis évanouie sous ma véranda. Heureusement pour moi, un de mes voisins m'a vu m'évanouir et s'est précipité pour m'aider. Je ne l'avais vu que quelques fois en passant. Mais quand j'ai ouvert les yeux et qu'il se tenait là au-dessus de moi, je me suis sentie si reconnaissante. Il m'a dit qu'il s'appelait Martin et je n'arrivais pas à croire à quel point il était gentil. Il s'est occupé de moi jusqu'à ce que je sois complètement guérie. Il m'a préparé une soupe et s'est même assis à mon chevet et m'a essuyé le visage avec un chiffon froid pour m'aider à me débarrasser de ma fièvre. Plus il passait du temps à côté de moi, plus je commençais à penser que j'avais peut-être tort. Peut-être que tous les hommes n'étaient pas de mauvaises personnes comme mon père. Peut-être que Martin était l'un des bons. Je n'en suis pas fière, mais j'ai peut-être fait semblant d'être encore malade, juste pour qu'il continue à venir me voir. Même après une semaine, il a ri et m'a dit « Ellie, ta fièvre est complètement partie. Est-ce que tu te sers de moi maintenant ?» Je pouvais sentir mon visage rougir et j'ai dit en plaisantant « Regarde-moi, j'ai toujours de la fièvre. » Je ne voulais vraiment pas que Martin arrête de me rendre visite. À part ma mère, personne n'avait jamais été aussi affectueux envers moi. Je ne cachais pas que j'avais des sentiments pour lui. Nous avons commencé à se voir plus souvent. Un jour, je travaillais super tard et chaque fois que je rentrais à la maison, il m'invitait à dîner. Et un soir, avait installé des bougies et de la musique romantique. Et les gars, c'est là que nous nous sommes embrassés pour la première fois. C'était si bon et je savais qu'il était inutile de me leurrer. Je l'aimais. Et il m'aimait aussi. Pendant les mois qui ont suivi, nous étions inséparables. Nous avons passé tous les moments possibles ensemble. Et après 6 mois de fréquentation, il m'a demandé de le rencontrer pour déjeuner un jour au pied de l'eau. Quand je suis arrivée, je n'arrivais pas à le croire. Il s'était arrangé pour que nous sortions en bateau pour un pique-nique. Puis, lorsque nous étions dans l'eau, en regardant la ville, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Ellie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un comme toi avant. Je veux passer le reste de ma vie à m'occuper de toi, mon Ellie chérie. Veux-tu m'épouser ?» Oh mon Dieu, je ne plaisante pas. Je me suis mise à pleurer tellement que j'ai cru que nous allions chavirer. C'était la demande en mariage la plus romantique de tous les temps. Bien sûr, j'ai dit oui. J'avais hâte de passer ma vie avec Martin. Et j'étais déjà tellement excitée de commencer à planifier notre mariage. J'avais toujours rêvé de me marier dans un vignoble près de Sacramento. Donc maintenant, tout ce que nous avions à faire était de choisir un lieu et bien sûr de le dire à nos parents. Brian avait rencontré ma mère et ils s'entendaient très bien. Mais je n'avais toujours pas rencontré ses parents. Ils s'étaient divorcés et Martin ne voyait vraiment que son père. Sa mère travaillait toujours, disait-il, et ils ne traînaient pas beaucoup ensemble. Je lui ai dit que c'était important pour moi de les rencontrer tous les deux, alors il a arrangé ça. J'étais assez nerveuse, mais le père de Martin était si adorable, tout comme lui. Je pouvais voir d'où il tenait sa gentillesse.
Ensuite, il était temps de rencontrer sa mère. Nous sommes allés dans un restaurant qu'elle avait choisi et quand nous sommes entrés, j'ai cru que j'allais m'effondrer. J'ai pensé que ça ne pouvait pas arriver. La mère de Martin n'était autre que Sacha, la maîtresse de mon père depuis toutes ces années. Je me sentais malade et Martin sentait que quelque chose n'allait pas. J'ai essayé d'agir aussi normalement que possible, mais à l'intérieur, j'avais envie de crier. Brian nous a présentés et m'a dit que sa mère était le PDG de la société rivale de ma société. Est-ce que ça pourrait être pire ? J'ai dû sourire et faire semblant d'être heureuse de la rencontrer. Honnêtement, j'avais l'impression que j'allais vomir. Et je comptais les minutes jusqu'à ce que j'ai pu sortir de là en courant. Finalement, sa mère a dit qu'elle devait retourner au travail et j'ai senti que je pouvais à nouveau respirer. Mais j'avais des questions. Sur le chemin du retour, j'ai interrogé Martin sur la vie de sa mère. Et il m'a dit qu'elle avait divorcé de son père il y a 20 ans alors qu'il n'avait que 7 ans. Elle avait emménagé avec un autre type que je savais être mon père. Mais ils avaient rompu il y a longtemps, a-t-il dit, et elle avait constamment changé de petit ami jusqu'à présent. Je me suis tournée vers Martin et lui ai dit « Tu es d'accord avec ça ? Si c'était ma mère, je ne voudrais pas qu'elle devienne une telle joueuse. » Mais Martin a juste dit « Je m'en fiche, tout ce qui compte, c'est qu'elle soit une bonne mère. Quant à sa vie privée, elle peut faire ce qu'elle veut, non ?» Je n'arrivais pas à y croire. Comment Martin a-t-il pu être si bon fils ? Sa mère l'avait abandonné et ça lui allait très bien. Je ne pardonnerai jamais à mon père et à sa maîtresse de nous avoir détruits, moi et la vie de ma mère. Et maintenant j'ai décidé qu'il était temps de me venger. Elle avait fait de mon enfance un enfer. Et maintenant, c'était à son tour de savoir ce que ça faisait. En planifiant le mariage, nous avons commencé à voir sa mère, Sacha, plus souvent. Et j'ai profité de ces occasions pour essayer de me rapprocher d'elle. Puis un jour, j'ai commencé à me plaindre de mon travail, même si je l'aimais bien. Et Sacha m'a dit « Pourquoi ne viens-tu pas travailler pour moi ? Il y a un poste à pourvoir et tu serais parfaite pour ça. Je veux dire, tu as tellement d'expérience. » C'était exactement ce que je voulais. Maintenant, je pourrais ruiner sa société et ensuite regarder sa vie s'effondrer. Tout le monde était surpris que je quitte mon emploi pour travailler dans l'entreprise rivale, mais je n'avais même pas le temps de me soucier de ce qu'ils pensaient. Le premier jour dans mon nouveau travail, Sacha m'a présenté à tout le monde dans le département de conception de logiciels. Et c'est là que j'ai rencontré Samuel, le chef du département. Il était un peu plus âgé que moi, environ 30 ans, et il était bien connu dans la Silicon Valley pour être super intelligent. Le département était sur le point de lancer une nouvelle application qui allait épater les gens, et tout le monde était super excité à ce sujet. Tout au long de ma première journée là-bas, je n'ai pas pu m'empêcher de remarquer l'attention que Sacha portait à Samuel. C'était un peu dégoûtant à voir. Elle flirtait constamment avec lui, et tout ce que je pouvais penser était le fait qu'il était bien trop jeune pour elle. Au déjeuner, elle se comportait comme une écolière en disant « Samuel, je t'ai gardé une place ?» Je ne pouvais pas comprendre pourquoi Samuel l'aimait bien. Elle a continué à flirter avec lui pendant les semaines suivantes. Elle lui offrait toujours un café et elle ne le faisait pour personne d'autre. Ensuite, dans les réunions, elle choisissait toujours ses idées. C'était assez frustrant. Et j'ai même pensé à dire à Martin qu'il semblait que sa mère avait trouvé un nouveau garçon jouet. Mais un jour, j'ai travaillé tard et quand je suis passée devant la salle de réunion pour aller aux toilettes, j'ai entendu Sacha et Samuel discuter et je n'ai pas pu m'empêcher d'écouter aux portes. Sacha riait et disait « Ah, allez Samuel, je vais même te donner une nouvelle augmentation de salaire. » Ce n'est qu'un rencard. Puis Samuel a dit « Désolé, je peux vraiment pas. Je suis trop occupée et pour être honnête, je n'avais pas ce genre de sentiment pour toi. Je suis vraiment désolée. » Oh, j'ai été très heureuse d'entendre Samuel la rejeter. Elle ne méritait pas un gentil garçon comme Samuel. En retournant à mon bureau, j'ai regardé dans la salle de réunion. Et j'ai vu à quel point elle avait l'air contrariée. Elle avait vraiment l'air blessée. Samuel devait beaucoup lui plaire. Et c'est alors que mon plan a commencé à se dérouler. Je lui ferais ce qu'elle avait fait à ma mère. Je lui volerais le gars qu'elle aimait juste sous son nez. Salut tout le monde, c'est encore moi, Emma. Je vous ai raconté comment mon père nous a abandonnés, ma mère et moi, quand j'étais enfant, pour aller vivre avec sa maîtresse. Et cela m'a amené à ne jamais vouloir sortir avec des mecs. Mais ensuite, j'ai rencontré Martin et nous nous sommes fiancés. Rencontrer sa mère a été un grand choc, parce qu'elle n'était autre que la maîtresse de mon père depuis toutes ces années. Je ne pouvais pas le supporter et j'ai décidé de me venger. D'abord, j'ai commencé à travailler dans son entreprise et puis j'ai remarqué qu'elle avait le béguin pour Samuel, le chef du département de conception de logiciels. Alors j'ai décidé de le lui voler. Et vous ne croirez pas ce qui s'est passé ensuite. Un vendredi soir, après le départ de tout le monde, j'ai remarqué que Samuel travaillait toujours. Je lui ai fait une tasse de café et lui ai demandé comment se passait la proposition sur laquelle il travaillait. Nous avons eu une discussion assez agréable et j'ai essayé de flirter avec lui. Je ne vais pas mentir, j'ai commencé à comprendre pourquoi Sacha avait un faible pour lui. C'était vraiment un type sympa. J'y ai même donné mon numéro et lui ai dit que s'il avait besoin d'aide pour sa proposition, il n'avait qu'à m'appeler. Mais nous n'avons pas pu discuter longtemps, car Martin m'a soudainement appelé pour me dire qu'il m'attendait dehors.
Quand je suis descendue, il était habillé d'une belle chemise et m'a dit qu'il voulait m'emmener dans notre restaurant préféré. J'ai été assez surprise car ça faisait longtemps que nous n'avions pas eu de rendez-vous spontané. Nous étions tous les deux très occupés ces derniers temps. J'ai commandé ma soupe de ramen préférée. Puis j'ai demandé à Martin de manière taquine « En quelle occasion? Tu m'as pas emmené au restaurant depuis des lustres ?» J'ai attendu qu'il me réponde et il n'a pas voulu me regarder. J'ai commencé à paniquer, je lui ai demandé « Martin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème ?» Puis il m'a dit qu'il venait d'être affecté à la gestion d'un grand projet à New York. Il m'a dit qu'il devait s'y rendre en avion la semaine suivante et que le projet devait durer 3 mois. Mais il a dit qu'il reviendrait tous les week-ends pour me voir et que ce n'était que temporaire. Je ne pouvais même pas répondre. Je le fixais juste avec une nouille qui sortait de ma bouche. Mon cœur faisait des sauts périlleux. Martin s'est mis à rire et a dit « Regarde-toi, Emma, ta bouche est si grande ouverte que tu baves complètement. Arrête, je reviendrai tous les week-ends. » Pauvre Martin, il ne savait pas à quoi je pensais à ce moment. Cette coïncidence était un ingrédient parfait pour ma recette de vengeance. Parce que maintenant je pouvais me venger de sa mère sans qu'il le sache. Martin n'avait aucune idée de ce que je faisais. Et je me sentais un peu mal. Il m'aimait vraiment. Et je ne voulais pas le blesser en faisant ça à sa mère. Mais je devais le faire. Il fallait que je me venge. Rien d'autre n'avait d'importance. Plus tard dans la nuit, nous avons regardé un film ensemble au lit. Et à la fin du film, Martin a dit qu'il était épuisé et qu'il voulait aller dormir. Mais mon téléphone a sonné à ce moment-là. C'était un SMS de Samuel. Je ne voulais pas que Martin le voie. Alors je suis allée dans la salle de bain avec mon téléphone pour lui répondre et il a dit « Merci pour ton soutien ce soir. Grâce à ça, j'ai développé une solution possible pour la proposition. » Pendant le reste de la nuit, alors que Martin dormait gentiment à côté de moi, Samuel et moi avons échangé des SMS toute la nuit. Jusqu'à présent, il semblait que mon plan fonctionnait. La semaine suivante, Martin est parti pour son voyage d'affaires et, comme prévu, il était si occupé qu'il ne pouvait pas revenir tous les week-ends pour me voir. Il m'a tellement manqué. Mais je lui étais aussi reconnaissante parce que cela m'a donné le temps de vraiment connaître Samuel et pendant ces 3 mois, nous sommes devenus assez proches. Bien sûr, pendant ce temps, Sacha flirtait toujours avec Samuel. C'était super gênant parce qu'il n'était clairement pas intéressé. Un week-end, nous avons fait un voyage d'équipe et ça nous allait faire du stand-up paddleboard. Sacha prétendait qu'elle ne savait pas le faire et a continué à demander à Samuel de l'aider. Mais il a pratiquement ignoré et il a plutôt traîné avec nos autres collègues. Et puis, elle lui a demandé de la rejoindre pour déjeuner. Mais il lui a dit qu'il était occupé. Je me suis contentée de rigoler. Parce qu'en fait, il déjeunait avec moi. Je devais faire très attention à ce qu'elle ne découvre pas que je flirtais avec Samuel. Parce qu'alors, je pourrais perdre mon emploi et mon plan aurait échoué. Et puis, sans parler du fait que j'étais fiancée à son fils. Et que si une mère voyait sa future belle-fille flirter avec un autre type, elle paniquerait. Honnêtement, c'était angoissant. J'étais constamment sur les nerfs. Terrifiée à l'idée qu'elle puisse remarquer ce que je faisais. Et il y a eu quelques fois où elle a failli me surprendre. Un soir, Samuel et moi avons travaillé tard. Nous avons quitté le bureau ensemble et avions prévu d'aller boire un verre. Mais dès que nous sommes montés dans la voiture de Samuel, j'ai vu Sacha s'arrêter sur le parking. Elle a repéré Samuel et sa voiture. Elle a pratiquement dirigé sa voiture vers nous. Son visage était si content que je savais qu'elle se dirigerait vers la voiture de Samuel dès qu'elle sortirait de la sienne. À ce moment, j'ai su que je devais sortir de la voiture de Samuel le plus vite possible avant qu'elle ne me remarque. Je me suis excusée auprès de Samuel en disant avoir laissé mon téléphone à l'étage. Et avant que Samuel ne puisse avoir de réponse, je suis sortie de sa voiture et j'ai couru aussi vite que j'ai pu. Ce n'est que lorsque je me suis cachée en toute sécurité derrière un grand pilier que je me suis arrêtée pour respirer et que j'ai failli réaliser que mon cœur avait failli exploser de peur. À partir de ce moment, j'ai été plus prudente avec Sacha, mais c'était si difficile. Un jour où je passais dans le bureau de Samuel, je me suis assise près de lui et je lui ai lancé un regard affectueux. Et quelqu'un a frappé à la porte. Je me suis brusquement éloignée de Samuel parce que je pensais que c'était encore la mère de Martin. J'ai poussé un soupir de soulagement en réalisant que ce n'était que la secrétaire de Samuel. Pourtant, mon cœur battait encore très fort. Mais tout ça en valait la peine. Après 2 mois de flirt avec lui, il m'a avoué qu'il m'aimait bien. Quand j'ai lu son texte, j'étais si heureuse que j'ai même poussé un cri. Je l'avais fait. Maintenant, pour la deuxième partie de mon plan, j'allais utiliser Samuel pour découvrir exactement comment je pourrais faire éclater la société de Sacha en 1 million de petits morceaux. Alors, quand Samuel m'a demandé d'être sa petite amie, j'ai accepté, mais à une condition, que nous gardions le secret. Samuel a accepté, car il savait qu'il y aurait beaucoup de problèmes si Sacha découvrait. Et honnêtement, Samuel m'a traité si gentiment, même plus que Martin. Il m'a comblé de cadeaux et il m'a vraiment écouté. Chaque fois que je lui disais que j'aimais quelque chose, il s'en souvenait et me surprenait la prochaine fois que je le voyais. Au travail, nous devions faire profil bas. Mais chaque matin, je trouvais un mot d'amour écrit à la main dans le tiroir de mon bureau.
Cela me faisait vraiment sentir coupable parce qu'il était clair que Samuel m'aimait beaucoup et j'étais là à l'utiliser pour me venger. La société était sur le point de sortir la nouvelle application sur laquelle elle travaillait dur depuis 1 an et elle devait lui permettre de gagner une énorme part de marché et de battre tous ses concurrents, y compris mon ancienne société. J'ai donc commencé à faire des heures supplémentaires avec Samuel afin de pouvoir accéder aux informations sur la façon dont le logiciel de cette application avait été créé. C'était une information top secret. Et en tant que chef de projet junior, je n'avais aucun accès à cette information. Mon ancienne société adorerait mettre la main sur ces informations confidentielles. Et avec elle pourrait facilement mettre la société de Sacha au pied du mur et dominer le marché. Elle aurait alors perdu non seulement son coup de foudre, mais aussi sa carrière. Cela lui aurait servi pour ce qu'elle a fait à moi et ma famille. Un soir, après avoir travaillé très tard, il s'est tourné vers moi et m'a dit « Nous devrions y aller, je suis épuisé. » Il est allé aux toilettes avant notre départ et m'a demandé de trier les documents. Dès qu'il a quitté la pièce, j'ai pris des photos du plan de développement de l'application et des différentes étapes de la création du logiciel. C'était comme de l'or. Mais Samuel était trop rapide. Bon sang, il est revenu avant que j'ai réussi à prendre une photo du dernier document. Il ne me reste plus qu'à trouver une autre occasion d'obtenir cette dernière information. Mais je devais agir rapidement, car l'application était sur le point d'être lancée, et mon ancienne société me pressait d'envoyer les documents dès que possible. Cette nuit-là, je me suis sentie si anxieuse que je n'ai pas pu dormir. À quoi jouer? Je veux dire, bien sûr que je voulais me venger de Sacha, elle le méritait. Mais cela allait écraser Martin, que j'aimais vraiment. Et ensuite, qu'en est-il de Samuel? Il m'aimait tellement et n'avait aucune idée que je me servais de lui. Il serait dévasté s'il le découvrait. Comment étais-je passée d'une fille célibataire indépendante sans intérêt pour les mecs au genre de fille joueuse? Je ne pouvais pas m'empêcher de penser à tout ça. Mais je devais me concentrer. Le plan de vengeance devait aller de l'avant. Le lendemain matin, je me suis réveillée épuisée. Mais heureusement, c'était le week-end. Je m'étais arrangée pour me rendre chez Samuel pour essayer de mettre la main sur ce dernier document. Mais malheureusement, Samuel n'était pas intéressé par le travail. Il m'a dit que c'était le week-end et qu'il voulait juste se détendre avec moi. Il a alors suggéré de louer des vélos et de traverser le Golden Gate Bridge à vélo et de faire un pique-nique pour regarder le coucher de soleil. Waouh! Ça a fini par être la meilleure journée de tous les temps. Je me sentais si heureuse et je n'avais pas réalisé à quel point Samuel pouvait être drôle. Nous avons ri sans arrêt et je ne voulais pas que la journée se termine. Nous sommes embrassés sous le coucher du soleil. C'était tellement romantique. Mais je ne savais pas ce qui m'attendait à la maison. Salut tout le monde, c'est encore Emma. Je vais partager avec vous la dernière partie de mon histoire et croyez-moi, vous ne voudrez pas la manquer. Dans la deuxième partie de mon histoire, mon plan de vengeance a vraiment commencé. Martin est parti travailler à New York pendant 3 mois et j'ai réussi à séduire Samuel. Maintenant, nous sortons ensemble et j'ai presque toutes les infos dont j'ai besoin pour faire s'effondrer la société de Sacha. Mais après une journée incroyable avec Samuel, je suis rentrée à la maison et vous ne croirez pas ce qui m'attendait. Martin était là. Il était assis dans mon salon et il avait l'air tellement en colère. Il avait pris l'avion pour rentrer cet après-midi-là et il avait hâte de passer le week-end avec moi. Mais quand il est arrivé pour me faire une surprise, je n'étais pas là. Il était sur le point de m'appeler pour me demander où j'étais quand il a reçu une photo de son ami. C'était de moi et Samuel. Il s'est avéré que son ami nous avait vu partager un pique-nique près du Golden Gate Bridge et avait pris en cachette une photo de nous en train de nous embrasser et l'avait envoyée à Martin. Il était en colère. Il s'est mis à me crier dessus en disant « Comment as-tu osé me tromper comme ça ?» Il avait l'air d'avoir le cœur brisé et tout ce que je pouvais faire, c'était pleurer. Je ne pouvais même pas m'expliquer, parce que la vérité était bien pire. S'il savait que c'était juste pour faire du mal à sa mère, il ne me le pardonnerait jamais. À la fin, il s'est barré, me laissant là à pleurer. Mais il fallait que je sois forte, je devais me concentrer sur ma vengeance. Je n'avais pas le temps de m'asseoir et de pleurer sur Martin. Pour l'instant, je devais le mettre de côté et essayer de ne pas penser à lui. Quand le lundi est arrivé, j'étais épuisée. J'avais à peine dormi durant tout le week-end et je ne supportais pas d'aller travailler. Mais je n'avais pas le choix. La journée a traîné en longueur et à 17h, j'ai attendu que tout le monde soit parti. Puis je suis allée au bureau de Samuel. Je lui ai fait un câlin et il a commencé à me masser le cou. Il m'a dit « Bébé, t'as l'air fatigué. » Qu'est-ce qu'il y a? J'ai répondu en disant « Non, ça va. En fait, je vais beaucoup mieux maintenant que je t'ai vu. » Bien que je ne dirais pas non à une tasse de café. Bien sûr, Samuel y est allé avec joie et m'en a fait un. Et dès qu'il est sorti de la pièce, j'ai couru à son bureau et j'ai commencé à fouiller pour trouver les documents. Mais je ne les trouvais nulle part. Les avait-il mis dans un tiroir? J'ai rapidement vérifié, mais pendant que je faisais ça, Samuel est revenu dans la pièce. « Emma, qu'est-ce que tu fais ?» J'ai eu la peur de ma vie et je me suis levée en disant « Oh, rien, j'étais juste à ranger ton bureau.
C'est un vrai désordre. À ce moment-là, mon téléphone s'est mis à sonner. Je voulais le prendre, mais Samuel l'a eu en premier. Oh non! Soudain, son visage a changé en lisant mon message. Puis il a dit « Qu'est-ce qui se passe, Emma? Tu ferais mieux de t'expliquer rapidement. » Il m'a rendu mon téléphone. Et je n'arrivais pas à y croire. C'était mon ancienne collègue, Amy, qui me demandait si j'avais eu le dernier document pour montrer comment l'application avait été montée. Je me sentais tellement mal et je savais que je ne pouvais plus mentir. J'ai regardé Samuel et, en larmes, je lui ai tout raconté. « Samuel, je sais que tu vas probablement me détester après que je te dise ça. Et je ne t'en veux pas, mais s'il te plaît, écoute-moi. Sacha est une femme méchante. Elle était en fait la maîtresse de mon père quand j'étais enfant. Et elle a déchiré ma famille. Je suis vraiment désolée, Samuel, mais je suis en fait fiancée à Martin, le fils de Sacha. J'ai pris ce travail uniquement parce que je voulais trouver une chance de ruiner son entreprise et sa vie. Dès que j'ai vu que Sacha s'intéressait à toi, j'ai décidé d'essayer de te séduire, afin que je puisse lui faire savoir ce que ça fait lorsqu'elle perd quelqu'un qu'elle aime. Ensuite, en t'utilisant, j'apporterai toutes les informations confidentielles à... Je suis tellement désolée, Samuel. Le temps que je finisse de lui dire, je pleurais tellement que je pouvais à peine respirer, et je savais que Samuel serait profondément en colère. Mais au lieu de ça, quelque chose de fou s'est produit. Il est venu et m'a pris dans ses bras. Il m'a dit de me calmer, puis il m'a dit « La vengeance est inutile, Emma. Elle ne fait de bien à personne, surtout pas à toi. Je sais que Sacha t'a fait du mal, mais tu dois laisser tomber. C'est du passé maintenant. Bien sûr, ça peut te faire du bien en ce moment, mais à long terme, seras-tu plus heureuse ?» J'ai pleuré encore plus alors. Pourquoi était-il encore si gentil avec moi? Je ne méritais pas ça. Je n'arrêtais pas de m'excuser, et il disait qu'il comprenait pourquoi j'avais fait tout ça, et qu'il me pardonnait. Il m'a dit « Je sais que tu as un bon cœur là-dedans. Tu t'es juste un peu perdue, c'est tout. Mais promets-moi une chose, ne remets pas les documents à ton ancienne société. Notre société a travaillé si dur sur ce dossier. S'il te plaît, ne le fais pas, Emma. » C'était le moins que je puisse faire après tout ce que je lui avais fait jusqu'à présent. J'ai promis de ne pas lui remettre les documents. Et après avoir laissé Samuel au bureau, j'ai réalisé quelque chose. En fait, je l'aimais bien, pas seulement comme ami ou collègue, mais comme quelque chose de plus. J'avais de vrais sentiments pour lui. Et maintenant, j'étais partie et je l'avais tellement blessé, je me sentais très mal. Il y avait encore d'autres choses que je devais gérer aussi. Dès que je suis rentrée chez moi, j'ai appelé Martin, mais il n'a pas répondu. Je savais que je ne pouvais pas attendre plus longtemps, alors je lui ai laissé un message vocal pour tout lui expliquer. J'ai terminé le message en disant que je m'excusais, mais je savais que Martin aurait du mal à me pardonner. Et je ne lui reproche pas. Non seulement je l'avais trompé, mais j'avais même essayé de faire du mal à sa mère. De toute façon, c'était sa mère, même si elle avait fait de mauvaises choses dans son passé. Le lendemain matin, j'ai quitté mon travail. Les gens étaient choqués, mais je leur ai juste dit que je voulais rentrer chez moi et être avec ma mère. Quand je rangeais mes affaires dans mon bureau, j'ai trouvé un papier de Samuel qui disait « Ma chérie, laisse le chagrin derrière toi et vis heureuse. Une bonne fille comme toi mérite le bonheur. » Ainsi, Samuel n'était pas du tout en colère contre moi. Cela me suffit. Maintenant, je peux partir sans souci. Les jours suivants, j'ai fait mes valises et j'ai quitté San Francisco. J'avais mal au cœur tout le temps, mais je savais que je devais partir de là et me vider la tête. Je venais de m'enregistrer à l'aéroport quand Martin m'a appelé. J'étais tellement nerveuse de répondre à son appel, car je n'avais pas eu de nouvelles de lui depuis que j'avais laissé le message vocal. J'ai retenu mon souffle en acceptant l'appel, et je me suis préparée à ce qu'il me crie dessus. Mais cela ne s'est pas produit. Avec sa douceur et son calme habituel, il m'a dit qu'il était tellement choqué par mon message qu'il ne savait pas quoi me dire. Il lui avait fallu quelques jours pour réfléchir à tout ça. Et maintenant, il m'a dit qu'il était prêt à parler. « Je ne suis pas en colère contre toi, Emma, » a-t-il dit. « Mais tu aurais dû partager avec moi tes histoires d'enfance plus tôt. Et pourquoi tu ne m'as pas dit que c'était ma mère avec laquelle ton père s'est enfui? On aurait pu surmonter ça. Je suis vraiment désolée que ce soit ma mère qui ait déchiré ta famille. Mais elle est différente maintenant. S'il te plaît, donne-lui juste une chance. Martin, je suis désolée pour tout. Je suis contente que tu ne sois pas en colère contre moi. Mais pardonner à ta mère, je pense que j'ai besoin de plus de temps. » Il semblait que Martin allait dire quelque chose, mais c'est alors que j'ai entendu l'annonce de l'aéroport demandant aux passagers de mon vol de se rendre à la porte d'embarquement. Je n'ai donc pas eu d'autre choix que de raccrocher. « Martin, écoute, je suis vraiment désolée, mais mon avion est prêt pour l'embarquement. Puis-je te rappeler prochainement? »« Hein? Où vas-tu » a-t-il demandé. Je lui ai dit que j'allais rester un peu chez ma mère.
Eh bien, je pense que ce sera mieux pour toi maintenant. Prends ton temps et réfléchis bien, surtout à notre relation. J'ai été effrayée lorsqu'il a dit « notre relation », mais j'ai réalisé qu'il avait raison. J'avais vraiment besoin de temps pour arranger les choses. Est-ce que je pourrais jamais pardonner à Sacha? J'aimais Martin, mais est-ce que cet amour était assez grand pour laisser tout ça derrière moi? Je veux dire, je ne savais pas si je pouvais voir Sacha comme belle-mère ou non. Et comment ma mère réagirait à ça? Je suis montée dans l'avion et je me suis assise. Pour la première fois depuis des mois, mon cœur était à nouveau plus paisible. Et je sentais que je pouvais vraiment dormir. C'est vrai, ni Martin ni Samuel ne me détestaient. Tout allait bien se passer. J'étais sur le point de fermer les yeux quand j'ai entendu quelqu'un dire mon nom. J'ai levé les yeux et, à mon grand choc, Samuel marchait dans l'allée de l'avion. Il s'est assis sur le siège juste en face de moi et s'est tourné vers moi avec le plus grand sourire et a dit « Je suis jamais allée à Los Angeles avant. Tu veux être mon guide touristique ?» Oh mon Dieu, je n'arrivais pas à y croire. Que faisait-il ici? J'étais tellement choquée de le voir. Mais en même temps, je ne pouvais pas nier l'excitation que je ressentais. Personne ne pourrait jamais dire que j'ai mené une vie ennuyeuse, ça c'est sûr. J'ai fait un sourire à Samuel et lui ai dit « Bien sûr. Je n'ai aucune idée de ce que l'avenir me réserve. Mais je suppose que je le découvrirai bientôt. Souhaitez-moi bonne chance. » Salut, je m'appelle Célia et ma famille est super riche. J'ai jamais eu besoin de travailler, mais j'en avais envie. Alors, avec mon amie Alice, on a décidé de devenir entrepreneurs. Et mon père nous a aidés à monter notre start-up. On adore toutes les deux le shopping. Alors on a créé une superbe application qui aide à choisir les dernières tendances selon ta morphologie. Contrairement à mes amis, j'étais célibataire, mais je m'en fichais. En fait, j'adore me sentir libre. Par contre, il y avait un petit problème. Mes parents n'appréciaient pas ça. Ils avaient hâte que je rencontre quelqu'un et que je me marie. Et c'est là qu'ils ont décidé de mettre la main à la pâte. Ils ont commencé à m'organiser des rencarts à l'aveugle. Je leur ai dit que je pouvais me trouver quelqu'un toute seule, mais ils ont dit que celui avec qui j'allais sortir devait venir d'une bonne famille riche. J'y croyais pas. Je n'avais même pas envie de sortir avec quelqu'un. Surtout que j'avais eu de mauvaises relations à la fac. C'est aussi pour ça que mes parents voulaient me trouver quelqu'un, car ils avaient détesté les mecs avec qui j'étais sortie, et ils ne me faisaient pas confiance pour ne pas refaire les mêmes erreurs. J'ai refusé d'y aller, mais mon père a dit quelque chose qui m'a donné la chair de poule. « Ok, n'y va pas. Dans ce cas-là, ta start-up tombe à l'eau. Je retirerai tout l'investissement. » Quoi? Non, il ne pouvait pas faire ça. On avait travaillé si dur pour créer cette application, et le seul moyen de s'en sortir était avec l'aide de mon père. « Bien, je vais y aller, mais je ne peux pas garantir qu'ils me plairont, » dis-je. Je suis allée au rencard et à d'autres ensuite, et je suis rapidement devenue une experte pour être sûre que ces mecs ne soient pas intéressés par moi. Mais mes parents étaient contents que j'aille au rencard. C'était gagnant-gagnant. Mais avant de devenir une pro à ce jeu de rencard à l'aveugle, il y a eu plusieurs situations gênantes et drôles. À l'un des premiers rencards, on avait rendez-vous dans le hall d'un hôtel. Tout ce que je savais était que le mec Tristan était propriétaire de l'hôtel et que sa famille était un grand nom dans les chaînes d'hôtels de la région. J'étais en retard et le parking en sous-sol était bondé. J'ai fini par trouver une place libre et je me suis dépêchée. Mais ensuite, une autre voiture a surgi de nulle part et se dirigeait vers la même place. On a fini par se rentrer dedans. Nos voitures étaient méchamment abîmées et la mienne avait même une bosse. Oh non, mon bébé! J'étais tellement énervée. C'était la Porsche que mes parents m'avaient offerte pour mes 16 ans. Et même si j'avais plein d'autres voitures à la maison, c'était ma préférée. Qui osait amocher mon bébé de la sorte? Je suis sortie de la voiture en furie et je me suis mise à crier sur le mec. Il est sorti de sa voiture. Il portait un chapeau, alors je ne pouvais pas voir son visage. Mais je pensais qu'il était plus jeune que moi. C'était peut-être le voiturier ou quelqu'un d'autre. Mais ensuite, il s'est mis à parler et a dit que c'était de ma faute car j'étais en sens interdit et qu'il avait tous les droits de me faire payer les dégâts de sa voiture. Quoi? C'est lui qui aurait dû payer les dégâts de ma voiture? Eh bien, ça m'a rendue encore plus furieuse. Puis ensuite, il a eu le culot de dire qu'il était pressé et il m'a donné sa carte de visite en disant qu'on réglera ça plus tard. J'ai pris la carte de ses mains et l'ai mise dans mon sac sans même la regarder. Ce serait le problème de mon avocat, pas le mien. Et pire encore, il avait pris la place de parking. Alors il fallait que je trouve une autre place. Ça m'a pris beaucoup de temps et je me suis dit que mon rencard ne m'aurait pas attendu. Je suis arrivée à la table qui nous était réservée et évidemment, il était déjà là.
De loin, j'étais impressionnée. Il avait l'air super mignon. Peut-être que mes parents n'avaient pas si mauvais goût après tout. Et sa tenue était parfaite. En fait, ça me disait quelque chose. Ça devait être une nouvelle tendance. J'y ai dit bonjour et me suis assise, mais il s'est mis à rigoler. Et après une minute à me sourire, il m'a dit bonjour. Puis il a commencé par se présenter et j'ai compris qui c'était. C'était le mec qui venait de me rentrer dedans sur le parking. Oh mon Dieu, comment est-ce possible? C'était trop gênant. J'ai fait mine de chercher quelque chose dans mon sac, puis j'ai jeté un œil sur sa carte de visite. Ouais, il était écrit directeur général. Oh mince, j'ai été maudite. J'ai fait de mon mieux pour faire comme si de rien n'était. Et, enfin peut-être qu'il ne m'avait pas reconnue. N'importe quoi, bien sûr qu'il m'a reconnue. Et au fil du rencard, il n'arrêtait pas de me taquiner sur ça en disant que la place de parking était réservée au personnel. J'étais un peu dégoûtée. Il était super mignon et j'avais ruiné toutes mes chances. Je me sentais mal d'avoir fait mauvaise impression et je l'ai supplié de ne rien dire à mes parents. Il a accepté en disant que ce serait notre petit secret. Et après, ça s'est mieux passé. On est même devenus assez proches et de très bons amis. Vous vous demandez sûrement pourquoi ça n'a pas marché. Eh bien en fait, il est gay. Et il me faisait assez confiance pour me l'avouer. On est si proches que ça. Il ne l'avait même pas encore dit à ses parents. Et c'est pour ça que les rencarts à l'aveugle sont aussi horribles pour lui que pour moi. Alors c'est lui qui m'a donné l'idée de me comporter comme une garce pour que les mecs des rencarts ne soient pas intéressés. Tout ça grâce à notre propre rencard. Depuis, dès que j'ai un rendez-vous à l'aveugle, j'arrive en retard de plein gré pour donner la pire impression possible. Je porte une tenue de garce, une chemise noire large avec un jean troué et des baskets sales. Et évidemment, je mâche toujours un chewing-gum en m'assurant d'avoir l'air ennuyé à chaque instant. Ça rendait les mecs riches dingues et aucun n'a proposé de deuxième rendez-vous avec moi. Mais un jour, ça s'est pas passé comme prévu. Le mec avec qui j'étais en rencard, Corentin, a compris mon jeu et a même eu le culot de me demander à quoi je jouais. Ça m'a rendue folle. Et c'était le pire rencard. Mais il a dit à ses parents que ça s'était bien passé et qu'il voulait me voir à nouveau. Il voulait sûrement qu'on se batte. Puisque c'était le seul que j'avais vu en rendez-vous qui avait émis un avis positif, mes parents étaient super contents de l'entendre et ils m'ont fait continuer à le voir. Sans ça, ils ont dit qu'ils prendraient mes voitures et bloqueraient mes cartes de crédit. Je ne le supportais pas. C'était le bad boy typique, un peu joueur, qui pensait que le monde était à ses pieds. Il ne travaillait même pas. Son père venait de lui offrir un poste dans l'entreprise familiale. Quel pourri gâté! Et on n'était même pas en rencard. Il m'appelait seulement quand il voulait que je l'accompagne, comme si j'étais un accessoire. C'était tellement une perte de temps. Mais que pouvais-je faire d'autre? Un jour, on était au club de country pour fêter les 60 ans de son père. C'était si ennuyeux que je suis sortie un moment. Il m'a vu jouer sur mon téléphone et il me l'a littéralement pris des mains en me taquinant. Il pensait que c'était drôle, jusqu'à ce qu'il voyait que j'avais envoyé des messages à Tristan. Soudainement, il parut distant. Puis il a demandé si j'étais proche de lui. Je n'ai même pas eu le temps de répondre. Il m'a rendu le téléphone et m'a laissé là. Je ne comprenais pas. Il était jaloux ou quoi? Après ça, il a disparu pendant quelques semaines, ce qui était bizarre, car normalement, il était avec moi tout le temps. Mes parents étaient inquiets, et ils m'ont forcé à aller voir s'il allait bien. Pourquoi est-il si pénible? Je ne voulais pas y aller, mais je le devais. Je suis allée chez lui, et l'appartement sentait l'alcool. J'ai marmonné d'agacement. « Hey, t'es alcoolique ou quoi? Je pensais que t'étais malade, mais d'accord, je comprends. » Puis il a dit « Tout ça, c'est à cause de toi. » J'étais perplexe. Qu'avais-je fait? J'allais partir quand j'ai remarqué quelque chose. C'était une photo chiffonnée de Tristan et Corentin. Oh mon Dieu! J'hallucine ou quoi? Je l'ai ramassée. Corentin a levé les yeux et a soupiré. Après un long silence gênant, Corentin m'a dit que Tristan était son ex. Quoi? Alors Corentin était gay aussi. Ils ont rompu. Ils avaient prévu de s'enfuir ensemble car aucun d'eux n'était assez courageux pour l'avouer à ses parents. Mais ensuite Corentin avait annulé le plan quand son père lui a proposé un poste dans son entreprise et un gros héritage. Il ne pouvait pas laisser passer ça. Tristan avait été blessé car Corentin avait préféré l'argent à leur relation. Ça fait 2 ans depuis et Corentin regrette beaucoup. Mais Tristan ne lui donne plus de nouvelles. C'est là que Corentin m'a demandé de l'aider à reparler à Tristan. Oh mon Dieu! Je ne sais pas si je devrais le faire,
car je ne veux pas que Tristan sorte à nouveau avec un bad boy. Et en plus, peut-être que Tristan va penser que je prends parti pour Corentin et ne plus me parler non plus. Mais si Corentin avait vraiment changé? Alors, dans la première partie de mon histoire, mes parents m'ont organisé des rendez-vous à l'aveugle. D'abord, il y a eu Tristan, qui s'est avéré être gay. Alors, ça n'a pas fonctionné. Puis j'ai rencontré Corentin, qui était quasiment mon pire ennemi. On se détestait, mais il me faisait toujours venir au rendez-vous avec lui, et il se trouve qu'il était gay aussi. Et que Tristan était en fait son ex. Corentin m'a supplié de l'aider à récupérer Tristan. Alors voyons la réaction de Tristan. J'ai décidé de demander l'air de rien à Tristan de me parler de ses anciennes relations et tout, pour voir s'il allait parler de Corentin. Il a dit qu'il avait été horriblement trahi par son ex et qu'il ne lui avait toujours pas pardonné. Aucun doute, il parlait de Corentin. Je ne savais pas quoi faire. Ça me rendait triste de les voir souffrir tous les deux. De voir à quel point Corentin souhaitait désespérément que Tristan revienne m'a fait comprendre qu'il avait changé. S'il lui laissait une dernière chance, il ne risquerait pas de perdre Tristan une deuxième fois. Alors j'ai décidé de les aider à se remettre ensemble. J'en ai d'abord parlé à Corentin et je ne l'ai jamais vu si heureux. Après ça, on a commencé à bien s'entendre, car on n'avait plus à faire semblant d'être en rencard. On pouvait juste être nous-mêmes. Et devinez quoi? Il n'est pas si mauvais que ça. En fait, il est comme moi. Il doit supporter que ses parents organisent des rencarts stupides. Il a même dit à mes parents que j'étais une fille géniale. Et après ça, mes parents commençaient à mieux me respecter. Le seul truc, c'est que je ne pouvais pas parler de mon plan à Tristan. En fait, Tristan ne savait même pas que je connaissais Corentin. Mais vu comme Tristan parlait de Corentin, je savais qu'il avait encore des sentiments pour lui aussi. Alors tout ce que j'avais à faire était de leur organiser un rencard et laisser le destin faire le reste. J'ai demandé à Tristan de dîner avec moi et j'ai dit à Corentin de se pointer plus tard discrètement. Mais dès que Tristan a vu Corentin, il est devenu tout rouge et en un instant, il est devenu furieux. Il s'est levé et s'est mis à nous crier dessus et a même écarté Corentin de son passage en partant en furie. Tout le monde dans le restaurant nous dévisageait. Et j'ai même entendu un vieux couple qui murmurait que c'était évident que je voyais les deux en même temps et que je venais de me faire prendre. Quel embarras! Tristan m'en a beaucoup voulu après ça. J'ai donc dû essayer de me faire pardonner tout en essayant de le convaincre de laisser une autre chance à Corentin. Je savais que Tristan était un bec sucré. Alors je me suis mise à lui faire des cupcakes et des cookies et je l'ai laissé devant sa porte. Il n'ouvrait jamais. Peu importe combien de fois je frappais. Et une fois, je lui ai laissé un gâteau à étage au chocolat devant la porte et j'ai entendu une discussion de ses voisins. L'un d'eux disait « Oh, quand est-ce qu'elle va arrêter? Quelle croqueuse de diamants désespérée !» Puis l'autre me regardait et secouait la tête en disant « Vraiment, aucune dignité. Quel genre de fille court après un mec comme ça ?» J'étais très gênée. J'ai réalisé à quel point je passais pour une fille accro. Alors j'ai couru à ma voiture, mais avant de monter, Tristan est venu en courant. Il avait aussi entendu les voisins et il a réalisé à quel point j'avais fait des efforts. Il m'a dit « Célia, arrête. Tu essaies d'arranger les choses, mais ça n'a jamais été de ta faute. » Eh bien, au moins il me parlait à nouveau. Je lui ai dit que j'étais désolée et que ça me manquait de traîner avec lui. Alors il a dit qu'il me pardonnait, mais qu'il voulait une dernière chose. Je lui ai répondu avec un immense sourire. « Bien sûr, tout ce que tu voudras, Tristan. Je suis toute à toi aujourd'hui. » Ok, alors, allons au parc d'attractions. Ça fait longtemps et j'ai besoin d'évacuer tout ce stress, dit-il. Je suis quasiment sûre que je me suis mise à transpirer un peu en entendant ça, car j'avais une phobie de la hauteur. Alors on y est allé et on a fait toutes les attractions que Tristan voulait faire. Je devais fermer les yeux à chaque fois et j'ai presque passé la journée cramponnée à lui de peur. Mais Tristan semblait s'amuser et j'étais contente de le rendre heureux à nouveau. C'était tout ce qui comptait. Après ce jour, j'ai pu reparler de Corentin. Et je lui ai dit qu'il n'était pas obligé de se remettre avec lui, mais qu'il pouvait peut-être ouvrir un peu son cœur et laisser une chance à Corentin de s'expliquer. Il a accepté à contre-cœur pour que j'arrête d'en parler, et il lui a laissé une chance. Enfin, pas vraiment une chance, mais il a gardé les cadeaux que Corentin lui avait envoyés, au lieu de les retourner, et il a débloqué son numéro. Ils ont même recommencé à se parler. À chaque fois que Tristan répondait à Corentin, il m'appelait pour me le dire, et il était super content. Ils se sont même revus pour parler sérieusement de ce qui s'était passé. Maintenant, il n'y a plus de querelle entre eux, et tout ce qui restait à faire était que Corentin fasse quelque chose pour reconquérir Tristan. Corentin était plein d'attention pour Tristan. Il lui a même offert un abonnement au parc d'attractions,
et des passes pour les coulisses de son chanteur préféré. Mais Tristan ne changeait pas d'avis. Il était sympa avec Corentin, mais il ne semblait pas vouloir se remettre avec lui. C'était bizarre. Que se passait-il? Est-ce que Tristan avait déjà rencontré quelqu'un d'autre? Un jour, je suis allée boire un verre avec Tristan pour discuter. Je lui ai demandé en plaisantant. « Hey, tu vois un autre mec? Et Corentin alors? Enfin, il t'a fait du mal dans le passé, mais il a changé maintenant. Et honnêtement, vous souffriez tous les deux avant. Maintenant qu'il est de nouveau dans ta vie, tu parais beaucoup plus heureux. » J'ai attendu qu'il réponde, mais il me fixait, ce qui était assez bizarre, et ça m'a fait rougir. Est-ce que j'étais allée trop loin? Je lui ai dit « Donc, allez, à vous, c'est qui ?» Puis il a souri et a bu son verre d'une traite avant de dire « La raison pour laquelle je suis beaucoup plus heureux, c'est parce que oui, j'ai rencontré quelqu'un. » Je le savais, dis-je en l'interrompant. Puis j'ai réalisé qu'il n'avait pas fini de parler. Il a repris. « Mais ce n'est pas un mec, c'est une fille. Et c'est pour ça que je ne peux pas me remettre avec Corentin. Elle m'a fait comprendre que je suis en fait bisexuelle. Et quelle surprise! Enfin, j'aimais vraiment Corentin. Et cette fille est sortie de nulle part et m'a foudroyée tellement elle est incroyable. Je n'y croyais pas. « Oh mon Dieu, c'est qui ?» dis-je en rigolant. Puis il est devenu tout rouge et a dit « Célia, enfin, c'est toi, bah oui. » Quoi? J'étais trop choquée pour répondre. Mon cœur battait si vite. Tristan m'aimait moi? Honnêtement, j'étais confuse. Enfin, Tristan était gai. Pourquoi il m'aimerait moi? Je me sentais gênée et je sentais son regard sur moi. Je savais qu'il attendait que je dise quelque chose. J'ai levé les yeux et pendant un instant, nos regards se sont croisés. Et la tension était palpable. Je n'en pouvais plus. J'ai inventé une excuse en disant que j'étais fatiguée et qu'il fallait que je rentre. Tristan avait l'air un peu embêté, mais a proposé de me raccompagner. J'ai refusé en disant que je prendrais un Uber. J'avais besoin d'être seule. Je n'arrêtais pas de penser à ce qu'il avait dit. Ça tombait sous le sens. On s'amusait beaucoup ensemble. Mais puisque je savais qu'il était gai, je ne l'ai jamais considéré comme un petit copain potentiel. Mais s'il n'était pas gai, enfin, on pouvait être ensemble. Plus j'y pensais, plus je réalisais que je l'appréciais aussi. Mais il fallait que je brime ses sentiments car... Et Corentin alors? Je ne pouvais pas voler l'amour de sa vie comme ça. Il aurait le cœur brisé. Je n'ai pas dormi de la nuit cette nuit-là. Plein de questions surgissaient constamment dans mon esprit. Le lendemain, Tristan m'a envoyé un message en premier, en disant « Tu as bien dormi? J'espère que ce que je t'ai dit hier soir ne t'a pas empêché de dormir. » Avec un emoji qui sourit. J'ai répondu « En fait, je n'ai pas dormi de la nuit. J'ai beaucoup réfléchi à mes sentiments, mais Tristan, je ne veux pas faire de mal à Corentin. On ne peut pas faire ça. » Puis il a répondu « Ne réfléchis pas trop, ça n'a pas d'importance. Réponds juste à cette question. Est-ce que tu as des sentiments pour moi? Dis juste oui ou non. » Je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête, mais à ce moment, j'imagine que j'en avais marre que les choses soient si compliquées. Alors j'ai écrit « oui », puis j'ai cliqué « envoyer ». Ok, donc maintenant Tristan savait que j'avais aussi des sentiments pour lui. Et il paraissait si heureux. Il a dit que je ne devrais pas m'inquiéter et qu'on trouverait une solution, du moment que nos sentiments étaient réciproques. Quelques jours plus tard, Tristan m'a dit qu'il avait vu Corentin pour lui parler. J'avais trop peur de demander à Tristan comment ça s'était passé. Mais à minuit, Corentin m'a appelé. J'étais terrifiée de répondre. Je savais qu'il me crierait dessus. Mais à ma grande surprise, ce n'était pas le cas. Il était calme et a dit que Tristan lui avait tout dit et que si j'avais vraiment des sentiments pour lui, je devrais me lancer. Il a dit « J'ai passé des années loin de celui que j'aime et je ne veux pas que ça vous arrive à Tristan et toi. C'est trop douloureux. Vous méritez d'être heureux. En plus, tu m'as tellement aidé. Grâce à toi, j'ai réussi à mettre les choses au clair avec Tristan. Et le fait qu'il soit de nouveau dans ma vie, même comme ami, c'est déjà très bien. Je trouverai quelqu'un d'autre. Et ça me rendrait heureux de savoir que vous êtes heureux ensemble. » J'étais touchée par ces mots. Je n'arrivais pas à répondre. Je me suis mise à pleurer et je lui ai dit qu'il allait sûrement vite rencontrer quelqu'un de génial. Même lui semblait ému. Mais il essayait de le cacher en rigolant, en disant que j'étais une pleurnicheuse. Maintenant que j'avais son soutien, j'ai décidé de tenter le coup avec Tristan. On est allé à un rencard et c'était superbe. Puisque c'était pas la première fois qu'on se voyait, on était très à l'aise l'un avec l'autre. Et maintenant que je savais qu'il était intéressé par moi, j'ai remarqué à quel point il me donnait des papillons dans le ventre.
C'était génial. Maintenant, nous sommes officiellement en couple. Il se trouve que mes parents sont assez bons pour jouer les Cupidons. Vous pensez pas ?